le plus gros souci que j'ai eu, c'était de trouver des personnes compétentes. Si dans ton équipe, t'as un mec, il est là en mode business, douche froide, levé à 5h, on veut devenir milliardaire. C'est l'hiver, je suis chez mes parents, je crée plus de contenu sur les réseaux, j'ai plus de lien avec ma communauté, j'ai beaucoup moins de lien avec mes clientes, j'arrive plus à vendre. Ma trésorerie, elle a pris un coup. J'apprends que je dois 12 000 € de report de TVA. En fait, là, si j'arrive pas à remonter la pente dans les 3 prochains mois, je retrouve un taf alimentaire, je retourne serveuse, j'arrête mon business et je recommencerai autre chose. T'as jamais été en couple avec un entrepreneur? Ah bah non, jamais. Vécu la... Ah, moi j'étais en couple une fois. Life. Mais non, mais mon rêve. mais non. Envoyez le CV. Est-ce que ça m'apporte plus d'argent? Non. Est-ce que ça me rapporte plus de bonheur? Bah ouais, en fait. C'est quand la dernière fois que t'as pété le Mais il y a une semaine, genre Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast en compagnie de Margot et de Sophie. On n'a toujours pas de nom pour cette série de podcasts, de vidéos. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube, merci à ceux qui nous écoutent sur les plateformes. Donc le nom va venir, je pense, d'ici le prochain épisode. Il faut qu'on termine de faire ce sondage à vos communautés respectives pour qu'elles choisissent le nom. Donc voilà, comment ça va ? Comment ça va ? Ben moi ça va, semaine assez chargée là, donc parce que je prépare le challenge qui sort lundi, du coup il y a plein de petites galères de dernière minute, plein de trucs à régler, donc un peu stressée là, mais ça va en vrai, sinon je sais que ça va finir par bien se passer, donc je gère les galères et puis voilà, ça va le faire quoi. Cool. Voilà. Ouais, moi ça va aussi, toujours pas trop avancé au niveau des pubs. C'est en montage, ça va bientôt sortir. Ouais. Non là ça y est, c'est acté, ça sort Oui, dans ça. quelques jours. Ouais. Trop bien. Oui. Ok. Cool. Une grosse étape de passer. C'est ça. On en est là. Trop bien. Excellent. Ok, sans transition, première question que j'ai à vous poser toutes les deux. Je vais juste placer un petit contexte historique, une petite anecdote historique. Est-ce que Herman Cortés, ça vous parle ou pas ? Pas du tout. Allez. En vrai, c'est normal. Raconte-nous. En gros, c'était un explorateur du XIVe siècle, qui travaillait pour l'empereur qui était en Espagne à cette époque-là. Au vu des moyens technologiques de l'époque et tout, ils avaient la possibilité d'extendre leur exploration. Du coup, lui, il était vraiment focus sur le Mexique, et le but, c'était d'aller coloniser le Mexique et puis de faire taire, en gros, l'empire aztèque qui était en place à ce moment-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'en arrivant au Mexique en 1519, il a demandé à son équipage en fait, de déconstruire tous ces bateaux dans le but de ne pas se laisser de porte de sortie, en gros. C'était, on va là-bas, le but c'est d'écraser les Aztèques, et il n'y a pas de choix, même psychologiquement, vous ne pouvez pas penser à battre en retrait ou bien à rentrer au pays parce que c'est mort, et ça a porté ses fruits. Ils ont réussi en partie à écraser, enfin à vraiment causer du tort à l'empire aztèque, et puis voilà, tout ça pour vous poser la question. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée dans le business, surtout lorsqu'on commence, de faire all-in dans le business, mettre son focus, son énergie, son temps, ou bien de garder son emploi en parallèle, de s'assurer une sécurité et puis d'y aller à tâtons ? C'est quoi votre avis là-dessus ? Moi, je pense que ça dépend de ouf des personnalités. Moi, typiquement, je sais que l'idée de faire all-in et d'y aller à fond et de me jeter sans filet, ça me fait pas peur, et ça me motiverait à 100% à justement me donner les moyens et faire tout ce qu'il faut pour atteindre le plus rapidement possible mon objectif. Mais je pense que ça dépend de ouf du tempérament des gens, et qu'il y a beaucoup de personnes, je le vois notamment dans mes clientes, qui seraient complètement tétanisées à l'idée de pas savoir du tout où elles vont, et à l'idée de se foirer, à l'idée de pas y arriver. Et je pense qu'il y a des gens, moi je recommande pas, tu vois, de forcément tout quitter, tout arrêter et se jeter tête baissée dans le business, parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça pourrait tellement effrayer que justement il y aurait de la procrastination, incapacité à passer à l'action parce que trop de freins. Et moi je pense que la plupart, ce que je recommande en tout cas à la plupart de mes clientes, c'est de garder une source de revenus à côté, peut-être pas forcément un travail à temps plein, peut-être pas forcément un travail hyper prenant, mais au moins un job alimentaire à mi-temps, histoire d'avoir une source de revenus, ou alors le chômage, ou alors quelque chose qui leur assure une sécurité financière, parce que je pense que pour la majorité des personnes, en tout cas des meufs que moi j'accompagne, le fait de se jeter sans filet, c'est plus terrorisant et du coup un peu tétanisant que vraiment motivant. Okay. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, en fait, quand t'es au pied du mur, ça peut être une bonne source de passage, enfin tu passes à l'action, mais moi je sais que dans des cas spécifiques, comme par exemple la première fois que j'ai dû faire un face caméra, j'étais tétanisée et on m'avait dit de toute façon tu le fais et tu vois.
Typiquement. Et donc, comme je dis la dernière fois, je me suis rendue au studio et que je l'ai fait et que je me suis foirée, ça m'a traumatisée. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire vraiment au cas par cas et dépendamment surtout des gens, des tempéraments, je pense. Exactement, des situations. Après, par rapport à l'emploi, moi, je sais que quand quand je me suis lancée, j'avais quelque chose à côté. Et une fois que ça a pris, j'ai fait le choix ensuite de l'arrêter. Je pense que c'est quand même beaucoup plus conscient et considéré et plus mature comme décision que de faire all-in sur quelque chose. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand il y a des formateurs, en l'occurrence, qui, lors des appels de closing ou qui ont des discours hyper virulents par rapport à ça et qui disent, en gros, si tu fais pas all-in, tu vas jamais y arriver. Et qui culpabilisent c'est trop sexy comme histoire. C'est trop sexy de dire... En fait, non, moi j'ai fait all-in et ça a fonctionné. Je suis parti vraiment de rien, j'étais en galère et j'avais pas le choix en fait de réussir. Je pense que c'est très vendeur, marketingment parlant, mais je pense pas que ce soit la vérité pour tout le monde. Non, c'est combien de personnes qui vraiment font all-in et réussissent directement du premier coup? À mon avis, le taux il est faible de gens qui réussissent. La même chose avec les investissements. Quand on te dit si t'investis pas une somme gigantesque d'argent, c'est que tu mises pas sur toi. Et du coup, tu te retrouves à justement mettre le plus d'argent possible. Comme ça, tu peux pas faire de retour en arrière. T'es obligé de rembourser ce que t'as. Ou si t'as fait un emprunt ou ce genre de choses. Ouais, mais moi c'est pareil, tu vois, il y a un investissement que j'ai fait, on en parlait lors du dernier épisode, à mes tout débuts, et c'était un investissement de 10 000 €. Et moi, au moment où je me suis lancée, 10 000 €, c'était le bout du monde. C'était énormissime. Moi, même aujourd'hui, je pense pas que je lâcherais. Ouais, moi je pourrais plus potentiellement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je me poserais beaucoup plus la question en tout cas. Mais quand je me suis lancée, justement, j'étais matrixée par ce discours de faut que tu investisses à fond sur toi, faut que tu mises sur toi, etc. Et du coup, j'ai mis 10 000 € en me disant, c'est sûr que je vais les rentabiliser. C'était le cas? Alors, moi, ça a été le cas. Alors, l'investissement que j'ai fait était éclaté. Genre, le coach, si on peut appeler ça un coach, chez qui j'ai donné 10 000 €, c'était une catastrophe. En soi, sa stratégie, c'était de me dire, ok, t'envoies 40 à 50 messages de prospection tous les jours, et tu vas trouver des clients, et si tu le fais pas, t'es une merde, en gros. Tu l'as remarqué, excuse-moi, je te coupe. Tu l'as remarqué pendant que tu te faisais coacher que ce qu'il disait c'était de la merde, ou bien c'est après coup? Non, avec du recul? pendant. Parce qu'en fait, j'envoyais un message, j'avais une réponse une semaine après. Ça s'est vite vu que c'était du bullshit. Tu as payé ses vacances, le gars. C'est ça. Et puis surtout que, genre, moi, on m'a vendu un système complet, coaching toutes les semaines, réponse immédiate à toutes tes questions, etc. Finalement, il y avait vraiment que dalle. Donc, je me suis vite rendu compte que l'investissement était nul. Mais moi, en quoi ça m'a aidé, c'est que justement, j'avais ce truc de j'ai mis 10 000 balles, quoi qu'il arrive, le moindre truc que je peux prendre de l'investissement, je le prends et je le fais. Et du coup, j'ai fait la prospection comme il me l'a dit, j'ai envoyé mes 40 à 50 messages par jour. C'était pas un truc qui aujourd'hui me correspondrait, mais à l'époque, ça m'a permis quand même de trouver des clients. Sauf que cette même personne-là a vendu ce programme à d'autres personnes que je connais qui sont devenues mes potes entre-temps. Et ces personnes-là ont été traumatisées littéralement par ça, parce que en plus d'avoir une technique qui leur correspond pas, t'as ce truc de tu débarques dans le business. En plus, ils savaient qu'ils prenaient les débutants, les gens un peu facilement manipulables. Tu leur vends du rêve. Du coup, les gens s'accrochent un peu à toi et tu deviens un peu leur espoir. Et en fait, tu te rends compte que c'est de l'arnaque. Et du coup, tout est tu as une grosse désillusion, tu te retrouves trahi et la personne à qui t'a donné ta confiance finalement c'est pas qui tu pensais être. Et du coup c'est des gens qui ont mis plusieurs mois voire plusieurs années avant de oser réinvestir 1 €, avant de se remettre de la trahison-là, qui encore maintenant se disent de toute façon les gens dans le business tous des arnaqueurs, ça a donné des croyances hyper mauvaises, et à des gens que ça peut traumatiser de justement cette culture de faut investir. Oui, moi je suis persuadée qu'il faut investir pour se développer, mais pas forcément des énormes sommes dès le début, et avec des personnes que tu suis, que tu connais, qui te montrent des résultats, qui te montrent des preuves de ce qu'ils avancent, quoi. Il y a beaucoup de dérives, je pense. Ouais, non, il faut en parler du traumatisme. En fait, si ça se passe bien, c'est génial. Mais le problème, c'est quand ça se passe bien pour une personne, ces gens-là, ils ont tendance à penser que le monde entier... En fait, chacun est unique, chacun est différent, chacun a ses difficultés. Il faut juste trouver faire ses choix, mais en fonction de soi-même. Ouais. Et je pense qu'il faut faire hyper attention à la promesse que la personne en face te donne. Parce que forcément, les promesses les plus vendeuses... c'est des promesses, typiquement dans l'accompagnement business, ça va être génère tant d'argent en tant de mois, je t'aide à faire tant, et la promesse elle est chiffrée, elle est actée dans le temps, etc. Et du coup c'est des promesses qui vendent
beaucoup mieux que typiquement une promesse qu'on pourrait faire nous, genre va falloir que tu travailles beaucoup et tu vas peut-être avoir des résultats dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, tu sais pas trop, je peux pas te l'assurer, c'est un peu moins vendeur, mais le problème c'est que forcément les gens, quand tu entends quelqu'un qui te dit tu vas faire tant en tant de temps, c'est la garantie de mon programme, c'est ma promesse, tu vas investir plus facilement, et là la désillusion elle est toujours plus forte parce que personne peut te garantir de gagner un nombre d'argent précis en un temps, parce que encore une fois les gens sont différents, les tempéraments sont différents, et c'est pas parce que ta stratégie elle a marché chez 1, 2, 10 personnes et qu'elles ont réussi à passer de 0 à 5 000 euros en 3 mois que toutes les personnes que tu vas accompagner vont réussir à faire ça. Ouais. Et je pense que c'est mauvais et pour les personnes qui rejoignent l'accompagnement parce que elles sont déçues et elles ne savent pas ce à quoi elles s'attendaient, et c'est aussi hyper négatif pour le formateur parce que forcément c'est des mauvais retours parce que tu peux pas la promesse que tu vends n'est pas forcément réalisable, et du coup ça rend les gens déçus, ça dessert plus qu'autre chose, et ça dessert, ouais. C'est des mauvais retours, des mauvais témoignages, et finalement tu te retrouves à c'est bon pour personne de faire des promesses comme ça, et je pense qu'il faut faire attention autant pour les gens qui vont investir que pour les gens qui font des promesses, de proposer quelque chose qui est réalisable. Après, ça reste inévitable d'avoir même si tu as un très bon système en place et que tu garantis au mieux de tenir cette promesse-là, je veux dire, comme tu as dit, c'est tellement au cas par cas, il y a des gens qui sont tellement différents, je pense que vous le voyez respectivement avec vos clients et clientes. Enfin, t'en as, elles ont même la volonté de travail, tu vois. Ça drive trop. Et même, il y a des gens, ils ont peut-être des moyens et tout, mais ils mettent pas la même énergie que certaines personnes qui n'ont pas les mêmes moyens. Enfin. Moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est qu'on va tous à l'école, on suit tous la même filière, et dans cette même filière, il y en a qui ont 18 et il y en a d'autres qui ont 2, qui ont 3, etc. Et cet écart-là, il dépend de chacun. Et c'est pas le professeur qui peut faire en sorte de prendre au cas par cas chacun. Bien sûr, mais le professeur va pas te dire vous allez avoir tous 18 sur 20 grâce à mon cours, tu vois. Ouais. Justement, le prof il te dit je vais t'apprendre au mieux ce que je peux te transmettre, et il va y avoir une question d'intelligence, il va y avoir une question de facilité, de travail, d'engagement, d'investissement qui du coup vont faire dépendre les résultats, mais pour moi c'est un même programme va pas du tout aider de la même manière et avec la même rapidité tout le monde. Je le vois avec mes clientes, il y en a qui en un mois ont des résultats de ouf, il y en a après un an qui ont pas du tout les résultats que des personnes ont eu en un mois. Mais l'important c'est que moi je leur vends pas des résultats en tant de temps, et du coup quand elles viennent elles savent que si ça se trouve selon leur personnalité, leur capacité de travail, leur engagement, leur investissement, elles vont avoir des résultats plus ou moins rapides, et du coup elles arrivent pas en se disant ok Margot elle va me faire gagner 3 000 euros en l'espace de 30 jours, incroyable. Elles savent à quoi s'attendre. En fait c'est ça, à la fin de la formation, c'est comme que tu sois à l'école ou quand tu suis une formation, t'as un diplôme, tout le monde a le même, et puis les résultats sont pas les mêmes dépendamment de qui le suit en fait. Et même si le professeur est excellent, il y a eu des cas de figure où ça a élevé le niveau global, mais on part pas tous avec les mêmes facilités, les mêmes difficultés, le même niveau, et c'est pour ça qu'en fait tous les résultats sont hyper hétérogènes en fait. Et justement, en parlant de résultats négatifs et positifs, bien sûr vous mettez en avant les résultats positifs parce qu'il y a des gens qui ont des très très bons résultats que vous accompagnez. C'est quoi les trucs les plus négatifs que vous avez pu avoir avec des clients dans vos programmes? Moi, je sais que... Enfin, moi, je le dis aussi très souvent sur mes réseaux, c'est que j'ai des personnes qui, du coup, arrivent, qui ont directement des bêtes de résultats, des personnes qui mettent beaucoup plus longtemps. Et même quand je parle de Boost on Biz, par exemple, à la fin de mon challenge, je fais un live pour présenter le programme. Je dis pas que toutes mes clientes vivent de leur activité. Et actuellement, toutes mes clientes ne vivent pas de leur activité. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que les clientes qui rejoignent mon programme, qui font ce qu'elles ont à faire, qui font les exercices, etc., qui suivent les coachings, évidemment, il faut faire ce qu'il y a à faire, elles arrivent toutes à avoir l'assurance qu'elles vont finir par y arriver. Et du coup, toutes les personnes, tu vois, même mes clientes qui vivent pas encore de leur activité, voient dans mes stories que je mets en avant les filles qui ont des résultats, etc. Ouais. Et dans plein de programmes, j'en discutais avec plein de concurrents, ils me demandaient, mais toi, ça les frustre pas, tes clientes, que tu mettes en avant tout le temps celles qui ont des résultats, et du coup, elles se sentent pas un petit peu mal. Et en fait, vu que moi j'ai un discours où je leur dis juste je peux pas vous garantir etc, mais juste vous allez finir par y arriver, en fait même mes clientes qui aujourd'hui n'en vivent pas se disent si je fais tout ce qu'il faut, si je passe à l'action, si je reste persévérante, si je continue à avancer, il y a un jour où je finirai par y arriver. Et en fait j'ai l'impression que le point commun c'est d'avoir l'assurance que peu importe toutes les galères et peu importe combien de temps ça dure, et même si ça dure plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, à la fin, elles arriveront si elles lâchent pas l'affaire. Ce qui fait que même celles qui n'ont pas de résultats tout de suite, elles savent à quoi s'attendre et elles savent ce qu'elles ont à faire pour
atteindre leurs résultats. Moi, je sais que ça a été quelque chose de très dur pour moi au début quand je me suis lancée dans la formation, en tout cas dans le suivi, dans les accompagnements, que tout le monde n'ait pas de résultats. Ça me prenait à cœur. Je sais pas, en fait, il y a des gens qui sont tellement peu crédules quand ils vendent des programmes, quand ils vendent des choses, ils s'en foutent des résultats des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est eux faire de l'argent. Ouais. Et moi, je sais que quand je me suis lancée, j'avais tellement à cœur. Je sais pas si c'est par gentillesse ou genre. C'est d'aider tout le monde. Ouais, c'est ça, t'as tellement envie que les gens y arrivent. Et c'était tellement dur au début de te dire tu peux pas être derrière tout le monde, tu peux pas faire les choses à la place des gens, t'es tout seul. Malheureusement, toi, tu vends ton savoir, les gens ils doivent l'appliquer, tu peux pas être derrière tout le monde. Et moi, je trouve que c'était ça c'est le plus dur en fait dans le business de la formation. C'est hyper dur malgré parce que t'apportes des résultats. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu peux pas. Enfin, je sais pas comment dire la proportion de à quel point c'est la responsabilité du formateur ou des élèves, mais de toute manière, il y a une responsabilité des deux côtés. Les élèves sont obligés et sont responsables de leurs actions. Le formateur est responsable de ce qu'il met à disposition des élèves, de l'enseignement. Et s'il y en a un des deux qui manque, ça peut pas marcher. Et malheureusement, moi aussi, j'ai eu énormément de mal avec ça. Et je me rendais malade au début de me dire, mais pourquoi est-ce que cette personne elle arrive, cette personne-là elle arrive pas? Ça me rendait ouf. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me dire que ce qui est important, c'est de toujours me remettre en question et de toujours réfléchir à comment est-ce que je peux mieux transmettre, comment est-ce que je peux rendre l'information plus actionnable, comment est-ce que je peux ajouter par exemple du suivi, des coachs, des coachings individuels, des coachings de groupe, parce que maintenant j'ai pu m'entourer d'une équipe, donc forcément les élèves sont plus accompagnés individuellement, mais c'était pas possible au début. Et moi j'ai arrêté de me torturer l'esprit avec celles qui n'avaient pas de résultats. Par contre, j'ai jamais arrêté de me demander tous les mois comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux rendre le truc plus actionnable, comment je peux apporter plus de résultats. Par exemple, ça fait 2 ans que j'ai lancé Boost Ton Biz. À la fin de chaque mois qui passe, toutes les filles reçoivent un questionnaire, donc il y en avait 100 au début ou 1000 maintenant, elles reçoivent tout un questionnaire et on les incite dans ce questionnaire évidemment à dire ce qu'elles aiment bien et leur retour global, mais surtout à nous donner tous les points qu'elles aimeraient voir, tout ce qu'on pourrait améliorer, nous faire tous les reproches qu'elles ont envie de nous faire, parce qu'on leur dit dès le départ, nous on est hyper ouverte aux critiques, peu importe ce que vous voulez, on va réfléchir à comment le mettre en place. Et du coup, ça fait 2 ans que tous les mois, on se pose avec ma Customer Care Manager Mélodie, et on se dit, ok, on a eu ce retour-là, qu'est-ce qu'on met en application le mois prochain pour répondre aux besoins? Et du coup, au fur et à mesure, la formation, elle devient de plus en plus quali et de plus en plus applicable pour les élèves. Et il y a de plus en plus de résultats. Du coup, là, par exemple, on change de plateforme, donc on était sur Slack jusque-là, sauf que Slack, ça devient un peu ingérable parce que les filles, elles parlent beaucoup tous les jours, et du coup, quand il y en a 1000, ça fait des messages de partout, c'est hyper difficile à suivre. Donc on passe on est en train de créer une plateforme sur Discord où c'est vachement plus gamifié. En fait, la formation, ce sera plus simplement un truc à suivre, mais dès que tu consommes une vidéo, que tu fais un workbook, t'as des points, t'as des quêtes qui se débloquent. Du coup, on essaie de faire un jeu autour de ça avec des cadeaux à gagner tous les mois pour celles qui passent le plus à l'action. Ça, c'est typiquement une des réflexions qu'on a eues en se demandant comment on peut apporter plus de résultats. Et du coup, on met ça en place. Pareil, on rajoute des coachs. Là, on est en train de recruter de nouvelles personnes pour avoir plus de suivi individuel. Donc, en fait, je pense qu'on peut pas être parfaite dès le début, surtout pas au début. On peut pas apporter des résultats à tout le monde. Au début, au milieu, à la fin, c'est impossible. Par contre, notre rôle, je pense, en tant que formateur, formatrice, c'est de régulièrement, tout le temps, se poser la question de comment j'améliore, comment je fais mieux. Et ça, je pense qu'il y a trop peu de personnes qui mettent autant d'intensité et d'énergie et de réflexion dans comment j'améliore mon offre, mais ils la mettent plus dans comment je vends plus. Et je pense que ils oublient l'essentiel, quoi. C'est quoi votre filtre comment vous arrivez en fait à filtrer les personnes qui ont le moins de potentiel de vraiment s'impliquer dans vos formations respectives, alors qu'elles ont envie de dépenser l'argent, alors qu'elles ont envie de passer à l'action, d'acheter vos programmes, mais comment vous réussissez à filtrer un peu avec les personnes qui sont vraiment déter à appliquer ce que vous allez enseigner et les personnes que vous sentez que ça va être un frein et ça va être une peine plus qu'autre chose? C'est quoi votre filtre à ce niveau-là? Moi, je dirais que déjà le fait de les prévenir et de beaucoup répéter moi je répète beaucoup le discours de je vais pas le faire à ta place, et dès le début je leur dis que si elles font pas la formation, si elles font pas des exercices, si elles viennent pas au coaching, si elles font pas les lives, si elles font pas ci, ça, en gros, je le dis brutalement là, mais ne venez pas vous plaindre de pas avoir de résultats si tout ce qu'on vous donne n'est pas appliqué. Et je pense que ça, c'est un bon filtre d'avoir le discours de
genre je ferai pas les trucs à ta place. Ne crois pas que monter un business c'est facile et que tu vas faire 2-3 stories par-ci par-là, faire 2-3 contenus et hop tu vas avoir plein de clients. C'est hyper difficile de créer un business. Ça demande une persévérance et une discipline que très très peu de gens sont capables d'avoir. Il y a peut-être je sais pas combien de pourcents des gens qui sont capables de lancer un business et de réussir, mais c'est très faible comme pourcentage. Et du coup d'avoir ce discours de c'est hyper difficile, personne va le faire pour toi, je vais pas le faire pour toi, viens pas te plaindre en gros si tu fais pas tout ce qu'on t'offre. Et je dis pas va pas te plaindre genre méchamment, mais en gros tu peux pas, t'es responsable de ce que tu vas faire ou pas. Je pense que c'est déjà un bon filtre, et les personnes qui attendent peut-être quelque chose de simple, quelque chose de facile et un discours plus genre plus réconfortant plutôt que dur comme ça, elles vont pas venir chez moi, tu vois. Elles vont pas venir chez moi parce que dans mon discours de base je leur dis moi en gros je veux pas de meufs qui font pas le taf, qui attendent que tout leur tombe tout cru dans la bouche, qui vont aller se plaindre parce que ça marche pas au bout de quelques semaines. Et du coup ces meufs là naturellement viennent pas forcément vers moi. C'est vrai que moi c'est exactement pareil, et je pense que c'est même encore plus dur parce que même je fais du personal branding, c'est un truc qui est hyper long terme, mais vraiment moi j'ai sorti ma formation il y a quasiment 2 ans maintenant, et j'ai récolte enfin les résultats de gens qui se sont lancés il y a super longtemps. Et enfin quand je dis je récolte, je peux pas m'accréditer leur travail bien sûr, même si voilà, non, si, quand même un petit peu mais ce que je veux dire c'est que en fait il y a l'effet cumulé, il y a toutes ces choses là, et donc quand tu expliques à une personne dès le début, tu leur dis écoute c'est super dur vraiment, mais par contre la formation elle est là, t'apprends ce qu'il y a à apprendre, mais c'est vraiment pas facile, et naturellement ça filtre, et tu vends moins, c'est sûr, parce que tu vends moins de rêves, mais par contre à la fin les gens sont satisfaits parce qu'ils savent à quoi s'attendre. On leur a pas vendu Mont et Merveille, et on leur a dit la vérité, c'est pas facile, mais il y a des gens aujourd'hui qui ont les résultats, et maintenant c'est à toi de te battre pour aller chercher les tiens, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le meilleur filtre c'est juste de dire honnêtement ce dont les gens vont avoir besoin pour atteindre les résultats. Et si c'est un process qui prend plusieurs années, ou en tout cas de longs mois comme toi ou comme moi, c'est pareil, le business, c'est personal branding peut-être plus long encore, mais monter un business c'est aussi très très long pour la plupart des gens. Et juste si t'expliques de manière transparente le vrai process, tu vends moins. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui recherchent justement plus d'authenticité plutôt que des promesses mirobolantes. Tout le monde commence à savoir que c'est pas viable, et je pense que ça fait un filtre naturel de dire honnêtement qu'est-ce que les gens vont devoir faire comme sacrifice pour atteindre les résultats qu'ils veulent atteindre naturellement. Mais en fait c'est une affaire de mindset, mais c'est de se dire que vaut mieux que tu mettes 10 ans et que tu arrives jamais. Franchement c'est ça. Ouais. Même 10 ans, parce que personne ne met 10 ans à lancer un projet, je pense, s'il donne vraiment tous les jours. Même 10 ans, s'il te reste 60 ans à vivre, ça reste une partie de ta vie pendant laquelle tu vas galérer pour finalement être bien le reste du temps, quoi. Donc peu importe le temps que ça prend, même si c'est 3 ans, 10 ans, faut y aller jusqu'au bout, quoi. Faut la vision long terme. Question qui n'a rien à voir. C'est quoi une journée classique, ou du moins une routine classique dans la vie de Sophie ou dans la vie de Margot? Ça ressemble à quoi? Moi, perso, j'ai pas du tout de routine. Je me lève super tard, je me couche super tard. Non, mais typiquement, c'est vrai que si tu veux bien travailler et être efficace, t'es obligé de mettre des sortes de patterns dans ta vie. Même si c'est pas tous les jours à la même heure, je suis pas du tout une partisane de se lever tôt, prendre une douche froide. C'est pas à 6h du matin, méditation froide. Ah non, moi je suis plus partisane de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend heureuse, et le plus important c'est de trouver des moments de déconnexion. Ça c'est ce qui je trouve fait qu'on arrive à tenir. Les moments? Non, j'arrive pas. J'adorais mon rêve, c'est de pouvoir me lever sans toucher mon téléphone jusqu'à au moins midi. Mais je peux pas, parce que sinon c'est la fin de mon business, concrètement. On a comme cet avantage, je trouve, à Dubaï, d'avoir, cet avantage ou pas, d'être sur un fuseau horaire différent. Quand tu te lèves, t'as vraiment un temps d'avance. Par contre, quand tu veux te coucher, là ça commence à... t'es déjà dans le flow du truc, et les gens ils sont encore en train de bosser en France, et du coup c'est pour ça que vous couchez tard, j'imagine, parce que vous êtes beaucoup dans le relationnel et tout, donc oui, mais c'est un avantage si tu te lèves tôt, du coup, ce qui n'est pas mon cas. Moi ça va, je me lève tôt, du coup je profite du moment. C'est quoi tôt? Moi c'est tôt, 8h30. C'est déjà pas mal. 8h30, autour de 8h30. 8h30 française. 8h30 ici, donc ce qui fait quoi, 5h en France, 5h30 en France, donc j'ai du temps en vrai avant que... J'ai 3 heures à peu près toute seule, donc du coup j'ai l'avantage
de pas avoir de notification, parce que votre notification WhatsApp pendant 3 heures, et ça c'est hyper... Enfin, pour moi, c'est un des avantages que je vois à Dubaï de malade, c'est d'avoir ces 3 heures-là où j'ai pas de notification. J'étais au Mexique il y a 1 an et quelques, pendant plusieurs mois, et me réveiller alors que la journée a déjà commencé depuis 5-6 heures en France, c'est horrible, je trouve. T'arrives, t'as ton WhatsApp qui est déjà, qui explose déjà. Moi, ça me provoquait vraiment trop de stress. C'est impossible pour moi de vivre dans un pays comme ça. Est-ce que t'es plus du matin ou du soir ? Du matin, de ouf. Ben, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai préféré le décalage horaire du Mexique à celui de l'Asie. Ah ouais. Parce qu'en fait, comme je suis du matin, le matin, j'allais... En fait, moi, j'ai vécu à Montréal 3 ans. Donc, c'est le décalage, c'est le même qu'au Mexique. Ouais. Et en fait, quand tu te réveilles, jusqu'à genre 14h, heure du Mexique ou de Montréal, tu charbonnes et après, t'es vraiment libre. Et en fait, il y a 6 heures de décalage, non ? Ouais, 6-7 heures, ouais. dépendamment du moment où tu es dans l'année. Alors qu'à l'inverse, en Asie, mais en fait, le moment où tu commences à travailler, moi j'ai déjà fait toute ma journée, je suis éclatée, et du coup, t'es pas du tout autant productif, surtout si t'es du matin, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense que... Moi, c'est plus... Mais il y a une semaine, genre, ça doit être... Enfin, moi, c'est... En soi, mon taf... la seule chose qui me stresse de mon taf, justement, c'est les notifications WhatsApp et le fait d'être bombardé. Et c'est un truc qui vraiment me met une charge mentale de ouf. Et en fait, le fait qu'elle soit décalée de 3 heures après que je me lève... ça fait que j'ai l'esprit libre pendant 3 heures, j'ai pas à penser à WhatsApp pendant 3 heures. C'est marrant parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs que je connais qui disent que WhatsApp, recevoir des messages, ça les angoisse, ça les stresse. Ah mais moi de ouf, hein. Moi c'est horrible. Mais c'est le pire, je te jure, c'est le pire truc. Les messages WhatsApp, tu sais que quand je pète les plombs, je supprime mon application WhatsApp. Ah mais oui, parce que c'est le premier truc que si je dois enlever un truc de mon business, c'est WhatsApp. C'est quand la dernière fois que t'as pété les plombs. Mais il y a une semaine, genre j'ai supprimé pendant 24 heures mon WhatsApp, j'ai prévenu les personnes hyper importantes et j'ai enlevé WhatsApp de mon téléphone parce que vraiment, quand ça commence à être une période stressante, WhatsApp c'est mon horreur, c'est mon enfer, genre vraiment. Mais quand tu le réinstalles, c'est pire. Oui, mais j'ai passé la tempête, tu vois. Et c'est vrai, le truc le plus stressant de mon business, je crois. C'est fou. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, moi, j'ai beaucoup de clients. Tu sais que moi, dans mon business, je dois travailler en collaboration avec des clients. Donc, quand ils me donnent pas les trucs en temps et en heure, je suis obligée de les harceler, ok ? Et j'ai pas le choix parce qu'en fait, c'est leur résultat représente ce que mon travail et je refuse de laisser des gens décider des résultats de mon travail alors que c'est une collaboration. Et du coup, je suis obligée de faire des follow-up et c'est tellement stressant. Mais c'est ça. Et parfois, les gens, ils disent, oui, c'était stressant. Je dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais une charge mentale de fou. Moi, dans mon système d'agence, il y a des jours où j'ouvre mon téléphone. En 1 heure, j'ai 30 conversations, 100 messages, et il faut tout rattraper. Et en fait, avec le temps, moi, j'ai appris à juste... laisser couler, de dire ok, c'est pas grave, je regarderai au fur et à mesure et à déstresser par rapport à ça. Mais je trouve que c'est un travail à faire qui est obligatoire, tu vois. Qui est si dur. Genre, moi, j'essaye toujours d'avoir mon WhatsApp. Enfin, je vide tout mon WhatsApp. Je réponds à tout, du coup, le matin. Vers 11h, heure de Dubaï, quand les gens se lèvent. Comme ça, j'ai tous mes WhatsApp de la journée et j'essaie de plus y aller avant j'essaie de rester 4 heures sans WhatsApp, aller une fois sur WhatsApp, répondre à tout le monde et rester 4 heures sur WhatsApp et refaire, c'est ça. Parce que vraiment, si je vais voir WhatsApp et que je vois que j'ai répondu il y a 1 heure et qu'il y a à nouveau genre 15 nouvelles discussions et plein de messages de partout dans les groupes, ça me bloque de mon travail, ça me rend ouf. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est te forcer à te mettre des créneaux. Moi aussi, c'est ce que je fais, j'ai pas le choix. Parce que si, en fait, t'es tout le temps disponible, en plus, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus t'es disponible, plus on va te solliciter. Donc, c'est bien d'avoir vraiment, d'imposer ses limites et d'avoir un juste milieu. Et surtout, de se déculpabiliser par rapport au fait de pas être tout le temps en train de travailler. Parce que tu peux pas, en fait, être productif. Moi, Mais toi, tu sais que Sophie, mais genre, à la seconde où je t'envoie un WhatsApp, tu m'as déjà répondu. Genre, peu importe... Avant la réponse, genre, mais non, mais vraiment, genre, je suis en train d'écrire, elle est déjà sur la discussion en ligne. Je me dis, mais waouh! Archi respectable, si mais c'est trop bien, c'est incroyable. Et tous mes clients, pareil. Mais du coup, ça a aussi les désavantages que par contre, si tu me réponds pas, je vais te harceler. Oui, non, mais moi, des fois, tu me harcèles. Tu vois, typiquement, je t'ai pas répondu depuis 3 heures. Il y a des moments, je suis en mode Sophie, tu me stresses là. Arrête de parler de harcèlement, je l'ai reçu une fois dans la journée, tu sais. Ouais, ça me stresse. Voilà, j'ai un problème avec WhatsApp. Ne me relance pas, d'accord? Non, mais c'est pas facile. C'est vrai, il faut. Après, moi, je sais que ça m'empêche
pas de vraiment avoir des moments où je suis obligée de me couper parce que sinon je deviens folle. Et c'est pour ça que je te vous ai dit au début, mon rêve, c'est pouvoir me lever et de pouvoir ne pas toucher mon téléphone. Mais je peux pas parce qu'en fait, il faut préparer la journée. Surtout quand tu te lèves à la même heure que tout le monde, du coup, puisque moi, je suis pas en avance. Et il faut envoyer les programmes à tout le monde. C'est pas possible. Vous trouvez que vous arrivez bien à déléguer parce que forcément, plus vous déléguez, plus ça va vous enlever de la charge de travail et du contact avec des clients et tout. Vous trouvez que vous arrivez bien à déléguer les tâches ? Moi, perso, la délégation, ça a été ma plus grosse bête noire dans le business depuis toujours. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse, que j'ai pas pu creuser parce que j'aimerais bien faire un suivi plus psychologique à ce niveau-là. Moi, je suis obsédée par le contrôle. Contrôle sur un peu tout. Mais malheureusement ça c'est c'est lié à je ne sais quel trauma et je n'arrive pas à le savoir d'ailleurs si quelqu'un sait. Il y a des Fais gaffe, ça va débarquer dans tes DM à fond là. Salut, je suis coach de vie. Tu sais que dès que je dis que j'ai un problème, j'ai des messages de partout, genre c'est un sup. Mais bon après il faut. Je me rappelle un jour j'avais fait une description comme ça Instagram où je me livrais un peu, j'avais mis PS, les coachs de vie c'est pas la peine de venir me dire. Oui. Mais moi je sais toujours dire dès que je suis un peu stressée, dès que je suis un peu angoissée et tout, du coup dès que je dis un truc comme ça j'ai hypnose machin à fond partout. Je suis en mode, vous me stressez encore plus à m'envoyer 100 messages d'un coup là, arrêtez. Mais c'est clair. Mais c'est vrai que la délégation c'est un sujet aussi mais toi t'as jamais eu trop de mal, j'ai mais l'impression. Alors moi j'ai eu du mal à justement en fait j'ai toujours réussi à déléguer mais toujours en gros bordel, c'est-à-dire que j'ai peut-être beaucoup de facilité à déléguer, du coup j'ai beaucoup moins ce truc de contrôle, du coup je m'en fous en fait de laisser quelqu'un faire son taf si c'est la bonne personne, tu vois. Mais moi mon problème c'est que j'ai toujours délégué au moment où c'était impossible que je reste toute seule. Par exemple, typiquement là, le dernier gros problème d'ailleurs quand je suis venue dans Sans Permission ici, quand t'es au pied du mur, j'étais dans ce gros problème là et du coup c'est Yomi qui m'a donné un bête de conseil que j'ai appliqué entre temps et ça va beaucoup mieux. C'est que du coup c'était le moment où j'étais passée de clientes, j'avais des centaines de clientes en plus tous les mois, du coup beaucoup plus de besoins au niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe interne, au niveau de toute la structure. Et en fait ce que je faisais, parce que j'étais au pied du mur comme tu dis et j'avais pas le choix, je pouvais plus tout faire toute seule, je faisais une story, je disais j'ai besoin de telle personne maintenant, direct, et en fait je prenais la première personne qui venait sans la tester. Ça, c'est pas bien, ça. J'avais pas le temps de la former, donc je disais à une meuf de mon équipe il faut que tu expliques ça à telle personne. Tu sais, il y avait rien qui était centralisé, les mots de passe, personne n'avait aucun lien, du coup on passait notre temps à se dire va voir un tel. Et en fait j'avais recruté je pense une dizaine de profils comme ça mais vraiment les yeux fermés en mode ouais, mais sans process, juste j'ai rien à finalement ça apportait plus de problèmes qu'autre chose. Bah oui en fait chaud. c'était mon problème pendant un mois après le challenge de novembre, tout le mois de décembre, alors que je suis censée couper, me reposer, etc. Je cherchais des profils, je cherchais qui allait former qui. C'était un énorme bordel, c'était beaucoup plus de problèmes qu'avant. Et du coup les gens n'étaient pas formés, j'avais pas le temps de m'en occuper, du coup je demandais à un tel de la former mais un tel savait pas, donc elle demandait à elle, et c'était un énorme bordel. Et mon équipe, celles qui sont là avec moi depuis le début, m'ont dit en fait c'est ingérable pour nous, on sait plus quoi faire, on est sous pression de ouf, surtout que les deadlines c'était les clientes elles viennent d'arriver, donc on n'a pas le choix, faut y aller, faut le faire et tout. Et heureusement que c'est des filles avec qui je travaille depuis quasiment 2 ans, donc elles ont vu que c'était pas de ma faute et que j'essaie de faire au mieux. Et en gros quand j'étais dans Sans Permission, je leur ai expliqué ça, et Yomi m'a dit faut que tu recrutes une COO qui va justement se charger de restructurer, de recruter les bons profils, de créer des pôles, etc. Donc c'est vrai, ils en parlent souvent. Et ça a changé ma life, vraiment. Parce que Méline, donc c'est une fille qui était avec moi, qui a fait le premier challenge que j'ai lancé en avril avec moi, et qui du coup a fait avril, mai, juin, septembre, novembre. Donc elle a vu tous les challenges, elle m'a de ouf aidée. Et en fait, elle a ce côté... process, Notion hyper carré, structure, si on fait un truc une fois, elle écrit tout, elle processise tout. C'est un truc que moi j'ai absolument pas, et du coup en fait je lui ai proposé donc de devenir COO, et en fait elle a restructuré toute mon équipe. Donc là on est je crois 35 prestataires, et en fait c'est en mode il y a moi, en dessous il y a elle, et après il y a des pôles. Donc tu as le pôle communication, le pôle acquisition avec les challenges, le pôle expérience client, le pôle technique automatisation, et le pôle compta administratif. Et en fait à l'intérieur de chaque pôle il y a une référente, donc qui gère son pôle, et en dessous de chaque référente il y a toutes les personnes qui sont gérées par la référente du pôle. C'est ça. Elle t'a permis de hiérarchiser. Exactement. Et du coup Méline elle est en contact avec les référentes de chaque pôle, c'est tout.
Donc elle est en contact avec 5 personnes. Les référentes de chaque pôle sont en contact avec son équipe. Et moi, je suis en contact avec Méline, en gros. Okay. Et du coup, ça m'a enlevé le contact direct avec tous les gens de l'équipe. Maintenant, c'est moi qui passe par Méline et Méline qui rediffuse l'information et qui va en dessous. Et ça a changé mon business. Genre là, tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... c'est incroyable. Quoi, toi, Sophie ? C'est incroyable. Mais moi, c'était tout pareil. Ah ouais, moi aussi, j'ai recruté une équipe. En fait, moi, j'ai toujours eu du mal à déléguer, mais je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que c'est la control freak qui n'a pas le choix, tu vois. Donc, j'ai toujours délégué. Mais en fait, moi, le plus gros souci que j'ai eu, c'était de trouver des personnes compétentes. Parce qu'en fait, tu veux déléguer, mais tu réalises au final que ce que tu veux déléguer, il n'y a que toi qui le maîtrise aussi bien. Et moi, ça a été la plus grosse difficulté, c'était de trouver des gens avec qui je me sentais à l'aise de déléguer. Parce que pareil, j'ai recruté des gens au début, c'était une catastrophe. Et surtout quand en fait, ce que j'ai compris tard, du coup, mais assez tôt quand même, c'est qu'il faut recruter des gens qui ont aussi la même vision que toi. Et moi, j'étais focus que sur les compétences. Et au final, tu te rends compte que si la personne, elle n'est pas dans le même univers que toi, qu'elle ne vibre pas avec les mêmes choses que toi, qu'elle n'aime pas les mêmes choses que toi, que vous n'avez pas la même vision du travail, et ça pose des énormes soucis. Si dans ton équipe, tu as un mec, il est là en mode business, douche froide, se lever à 5 heures, et on veut devenir milliardaire, et que toi, tu es là en mode, nous, on privilégie le bonheur. On veut être heureux. Le contentement. Ça marche pas, tu vois, ça crée des problèmes. Donc c'est ça. Mais là, par contre... j'ai réussi à déléguer, j'ai commencé, j'ai un système d'agence, donc il n'y a pas possibilité, voilà. Par contre, sur ma formation, c'est là où j'ai eu le plus de mal à déléguer. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, mais j'ai délégué la partie scaling, je me fais accompagner, j'ai tout, mais c'est des trucs pour moi. Imaginez que quelqu'un pourrait poster, ne serait-ce que sur LinkedIn à ma place, il y a encore 3 mois, impossible. Imaginez que je serais devant vous en train de vous parler aujourd'hui, impossible. Imaginez, moi, les 3 derniers mois, ça a été les mois, il y a encore 3 mois, tout ce que je fais là, j'aurais jamais pensé que je le ferais, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, notamment déléguer. Voilà, au final... Ça prend le temps que ça prend, ça apporte pas forcément les résultats dans l'immédiat, mais les systèmes sont là. Ouais, et je pense que tu as dit un truc hyper important justement pour choisir les profils avec qui tu veux travailler. Moi, typiquement les filles avec qui je travaille, en général, même si c'est des freelances et du coup concrètement elles peuvent partir quand elles veulent et moi je peux les faire partir quand je veux. Ça fait plus de 2 ans que je bosse avec la plupart. Celles avec qui je travaille, je sais qu'il y a de grandes chances que je bosse avec elles encore des années parce que je les ai choisies plus sur leurs valeurs, comme tu dis, leur vision, leur volonté, plutôt que sur uniquement leurs compétences. Et la plupart des filles avec qui je travaille, j'étais limite une de leurs premières clientes. Alors là, je parle pas de métiers techniques, genre du montage vidéo, ou des métiers où vraiment il faut avoir une expertise pour que ce soit bien fait, mais tu vois, typiquement, ma Customer Care Manager Mélodie, avec qui je travaille depuis 2 ans, maintenant, elle gère entièrement toute l'aspect suivi client, expérience client de la formation. Elle est en contact avec toutes nos clientes tous les jours. Et en fait, j'étais sa première cliente. Et elle avait personne avant moi. Pareil pour Méline, qui aujourd'hui, en 6 mois, c'est ma CEO. Je lui fais entièrement confiance. Elle s'est lancée il y a 8 mois et j'ai été sa première cliente. Et du coup, j'ai fait confiance à plein de gens qui n'avaient pas forcément d'expérience, de compétences de ouf. Mais par contre, c'était souvent des meufs de ma formation de base, donc qui avaient rejoint parce qu'on partageait les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes ambitions. C'est des meufs qui avaient accroché de ouf avec ma formation, qui avaient eu des résultats avec ma formation. Et du coup... Le fait qu'on soit proches et qu'on se ressemble et qu'on ait la même vision, ça a fait qu'elles sont beaucoup plus engagées dans le process, beaucoup plus motivées. Ouais. Et du coup, même si elles n'ont pas les compétences de base, ça s'apprend beaucoup plus vite. En fait, je pense que c'est beaucoup plus rapide d'apprendre des compétences à quelqu'un que de prendre quelqu'un qui est hyper compétent, mais de lui apprendre ta vision, tes valeurs et ta façon de voir les choses s'il est complètement différent. Et je pense que, en tout cas, moi, j'ai plus de facilité à déléguer à des gens dont je sais qu'on est alignés, qu'on a les mêmes valeurs, même si je sais que c'est pas les plus expérimentés, qu'ils n'ont pas eu une liste longue comme le bras de gens avec qui ils ont travaillé avant moi. Tu sais, au moins, on est sur la même longueur d'onde et c'est beaucoup plus simple. Moi, je pensais comme toi, mais j'ai tout eu, vraiment. Et j'ai eu des gens, par exemple, je me disais, tu sais quoi, moi, je vais prendre des gens, je vais miser sur eux, je vais les former et qui ont la même vision que moi, on s'entend trop bien. Et il y a eu des cas où ça s'est très bien passé. Il y a eu d'autres cas de figure où j'ai vraiment recruté par rapport à la vibe que j'avais avec eux. Je me disais, ça va trop bien s'entendre, mais il n'y avait juste pas le talent. Je suis désolée, il n'y avait pas la compétence et je m'entêtais. Tu formes quelqu'un et franchement, tu passes des heures à former quelqu'un et la personne, ça veut juste
pas, techniquement parlant, le faire. Surtout, moi, je parle dans mon agence. Parce que ouais, c'est des métiers beaucoup plus exactement. techniques. En fait, ça, c'est ma plus grosse difficulté dans l'agence. Et du coup, d'où aussi que ça se passe aussi bien. Mais c'est de trouver des gens compétents, de les former, qui ont et la vision et la capacité d'apprendre. C'est pas comme... C'est pas les mêmes trucs. En fait, dans la formation, ouais, c'est ça. Je veux te dire, tu fais, t'appliques, mais t'as pas besoin d'intelligence émotionnelle plus poussée que ça, dépendamment de ce que tu fais. Tu sais, tu peux avoir des gens qui sont juste très forts dans passer à l'action et qui font tout dès que tu leur dis de faire quelque chose. Et ça, c'est un bonheur. Moi, je suis tombée sur des gens comme ça, là, qui m'aident. Tu leur demandes un truc, ils te pondent le truc, et tu te dis, mais... How genre, et par contre, dans mon agence, ça marche pas du tout comme ça. Genre, non. Mais j'avoue, c'est pas du tout les mêmes profils. Moi, je dois recruter des gens... limite dont les profils que j'ai recrutés, je devais apprendre leur métier en même temps qu'elle, parce que c'est peut-être typiquement CEO, je sais pas ce que c'est, donc j'ai appris en même temps qu'elle, on a appris ensemble, tant que elle passait à l'action, comme tu dis, qu'elle faisait les choses, si des fois il y avait une erreur que moi j'avais pas vue, on adaptait ensemble, et du coup on s'est formés plus ou moins en même temps. C'est pas des profils, si je devais recruter, je sais pas, comme pour toi un monteur ou une vidéaste ou quelqu'un dont le cœur du métier, c'est vraiment l'expertise pure et dure, c'est beaucoup plus important que dans mon cas à moi, clairement. Mais est-ce que les personnes que toi, avec qui tu travailles, elles évoluent en termes de salaire ou pas ? 100%, ouais. Complètement. Méline, elle était au début genre assistante, tu vois. C'était, et là, maintenant, elle est COO. Là, je la paye 4 200 € par mois, plus un pourcentage tous les mois des challenges. Donc... au début, je la payais 500 €, tu vois. Donc, en fait, ça évolue hyper vite. Tous les profils, Mélo, pareil, avec qui je travaille, aujourd'hui, je la paye 3200, il me semble, par mois. Quand on a commencé, pareil, on avait un forfait d'heure de 10 heures, je la payais 300 € par mois, tu vois. Donc, en fait, au final, tous les gens avec qui je m'entends, avec qui ça se passe bien, évoluent en termes de responsabilité, parce que ce soit Mélo, Méline, ou même d'autres personnes, maintenant, elles ont leur truc, elles gèrent, elles ont beaucoup plus de responsabilités, elles sont beaucoup mieux payées aussi. Je leur donne beaucoup plus de liberté parce que j'ai de plus en plus confiance. Et du coup, j'ai à cœur que chaque personne avec qui ça match prenne de plus en plus de place au fur et à mesure, quoi. Et comment vous vous organisez ? Est-ce que y a des gens qui sont à l'étranger ? Est-ce que chacun fait sa vie ? Vous avez des heures de travail ? Chacun fait sa vie. Tout le monde est en France, sauf moi, il me semble. Je crois que tout le monde est en France, mais par contre, j'ai aucune... si elles veulent, il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent la journée, il y en a qui travaillent samedi, dimanche. Tant que grâce à Méline, parce qu'avant c'était plus compliqué, parce que j'étais pas organisée, donc je donnais des trucs, il y avait pas de deadline, tout le monde oubliait ce qu'on devait faire, etc. Maintenant que Méline, elle fait des rétro-planning pour tout le monde et des gestions de projet, telle personne doit faire ça, les deadlines, etc. En gros, chaque personne a sa liste de tâches, ses deadlines, s'organisent comme elles veulent. Si elle veut faire ça, plier ça en 2 heures, ou il y en a qui mettraient 10 heures. Vraiment, c'est hyper libre, juste tant qu'au jour J, on a ce qu'on doit avoir. Ouais. Non, mais c'est pareil pour moi. Ouais. Moi, en plus, j'ai des gens à l'étranger, notamment Tev, mon graphiste, il est au Vietnam, il vit sa best life avec un salaire français. Tu sais, c'est vrai, hein, tu vis bien. Et après, parfois, il envoie des trucs en plein milieu de la nuit. Voilà. C'est super. On s'en fout tant que c'est fait. Moi, par exemple, je sais que la plupart des gens avec qui je travaille ne travaillent pas le samedi-dimanche. Et moi, le samedi-dimanche, c'est le moment où, justement, j'ai pas de WhatsApp. Donc c'est le moment où je suis le plus productive, où je peux vraiment me focus et travailler le plus. Et du coup, le samedi-dimanche, je les bombarde de notifications, de trucs à vérifier, de tâches à faire, etc. Mais la plupart les voient que le lundi et il n'y a aucun problème. C'est juste chacun bosse quand il veut, chacun réceptionne les infos quand il veut et vérifie quand il veut. C'est juste qu'il y a juste une deadline pour moi, tout, ça, quoi. c'est le mieux, en fait. T'es payé la même chose si tu mets 5 heures ou 5 minutes à le faire, et tu le fais quand tu veux, où tu veux, et chacun se responsabilise. Moi, je pense que c'est... Mais je pense que c'est vraiment c'est l'avenir, hein. Ouais, c'est l'avenir. Je pense que les gens, n'importe quelle personne s'épanouirait tellement plus comme ça que dans une entreprise classique. Quand t'es... Alors, je dis pas que toutes les entreprises, toutes sans exception, peuvent fonctionner comme ça, mais il y a beaucoup de salariés qui, s'ils avaient un système un peu genre... pas tous, je pense, pas toutes les entreprises, et pas toutes de la même taille. Genre, je pense que t'as une entreprise de 10 000 personnes, c'est pas pareil, tu vois. Alors moi, je pense pas que ce soit tant une affaire d'entreprise, mais de profil. Il y a des gens qui ne savent pas se responsabiliser. Ouais. C'est vrai, et malheureusement, quand t'es sur une très grosse structure, tu ne peux pas suivre et contrôler. Dans nos structures... Oui, voilà. On va dire en dessous de 100 personnes, ce qui est déjà énorme. Je pense que ça se fait, mais au-dessus, c'est vrai que ça paraît compliqué, mais je pense pas que ce soit tant une affaire d'entreprise. Je sais plus qui m'a dit ça. De taille, ouais. Je sais plus qui m'a dit ça l'autre jour. Je pense que c'est vraiment les gens. Que Google, une des grandes entreprises
aux States, quand il y a eu l'époque Covid, ils ont commencé à faire beaucoup de télétravail. Et aujourd'hui, ils rappellent les gens en fait, au bureau parce qu'ils ont vu, je pense qu'ils traquent tellement bien leurs data qu'ils ont vu une baisse de la productivité de la part de leurs employés. Mais moi, vous savez, j'ai une de mes meilleures copines, c'est de mon ancienne vie, on va dire, et elle est salariée. Donc, je ne vais pas citer son nom. Mais ce que je sais, c'est que quand elle est en télétravail, elle me dit... Je fous rien. Elle me dit, elle me dit quand je suis en télétravail, c'est les vacances. J'avoue. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens qui sont juste faits pour une vie plus stable et plus dictée entre guillemets, exactement. Et elle est super épanouie là-dedans, dans le sens où être en télétravail, elle est contente, aller au bureau, elle est contente, mais juste elle m'a toujours dit, je ne veux mais absolument pas être entrepreneur, je m'épanouis énormément dans le fait d'avoir une vie paisible, un long fleuve tranquille comme on dit. Mais peut-être que si ça marche aussi pour nos structures, c'est aussi qu'on a des freelances et avec qui on travaille, et que du coup il y a le profil freelance, tu vois, il y a le profil, la même vision et c'est ça, et puis t'as le profil, je veux de la liberté, je me responsabilise parce que genre en fait être freelance c'est entrepreneur, tu vois, donc nous on n'a pas des salariés qui ont envie d'être carrés, on a des gens qui ont eu envie de sortir du système salarié et qui du coup se retrouvent dans nos structures à nous, je pense. Mais le nombre de techniques que j'ai vues genre pendant le Covid, et, tu mets un truc sur ta souris pour montrer pour la faire bouger, pour montrer que t'es connecté, histoire, tu sais, ce truc de... En plus, d'ailleurs, la France, c'est le seul pays à faire des trucs comme ça, des meetings pour tout et pour rien, faire 10 étapes, quand t'as un truc, tu peux le faire en une seule. En fait, bon, je remets pas... Je pense que ça fonctionne très bien pour certains systèmes, mais... Venez, on est juste efficace à notre manière. Mais t'as raison, je pense que ça marcherait pas pour toutes les entreprises et tous les profils. Nous, ça marche parce qu'on a des profils entrepreneurs un minimum, quoi. Typiquement, sur Dubaï, quand moi j'ai besoin de déléguer des shoots ou quoi, je rencontre un problème, c'est qu'on a tous plus ou moins une vision très, très entrepreneuriale ici. Et du coup, trouver des prestataires qui sont, tu vois, qui sont OK de pas être payé trop cher, de faire un taf, même si je veux les employer, tu vois, au sein de l'agence, faire en sorte que ça devienne des salariés, c'est très compliqué parce que sur Dubaï on a tous cette vision entrepreneuriale là. Comment ça s'appelle quand il y a un mot, quand tu vas chercher toujours, quand tu veux toujours plus? C'est pas t'es avare, c'était Si, je crois que t'es avare. Non, je crois que ça. Je sais pas dire quoi, avare. Non, je crois que c'est pas ça. L'avarice, c'est pas ça. Avare, c'est pas quand t'es genre que tu as envie de garder toute ta thune pour toi. C'est ça, mais c'est quand t'es avide. Non, attends. Tu sais, quand tu veux toujours plus, aller chercher toujours plus. D'argent ? En général. Mais j'ai pas le mot, en fait, c'est ça, c'est que les gens. Cupide ? Non. Je crois que t'es Cupide. J'ai bougé. Je crois que Cupide, ça veut dire que t'as envie d'avoir plein d'argent. Bon, je sais pas. Bref, voilà. Pas de jugement. S'il y a des profs de français qui nous regardent. Pas de jugement. Mais non, oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça hyper dur parce que t'as des gens, ils veulent toujours plus. Parce qu'on leur dit, c'est dans le truc entrepreneurial, genre. Va chercher plus, demande 10K parce que. Valeur perçue et le travail il suit pas, tu vois. C'est pas des problèmes que vous rencontrez vous dans votre business, de justement en fait travailler avec des freelances mais qui ont une vision un peu plus entrepreneuriale et qui ont envie de construire eux de leur côté leur propre empire entre guillemets. Vous n'avez pas ça comme problème? Moi j'ai jamais eu ça. Si, moi je l'ai eu beaucoup. Je l'ai pas eu moi. Parce que je travaille avec des hommes, excuse-moi mais... Ah ouais. On y revient. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc masculin parce qu'avec les femmes j'ai jamais eu ça. Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas, je ne fais pas de conclusion hâtive. Tu es en train de dire que les femmes aspirent à moins que... en fait, j'ai l'impression que les femmes, justement, elles se contentent plus facilement, elles sont plus heureuses que les hommes. Moi, à chaque fois que j'ai bossé avec des hommes, c'était toujours en mode, je veux une start-up, CEO, entrepreneur, Bill Gates, des milliards. Et moi, c'est un truc, ça me... Moi, je pense, j'ai pas ce problème, je pense pas forcément parce que je travaille avec des femmes, mais parce que il y en a aucune qui est à temps plein dans mon taf. Enfin, tu vois, même Méline, par exemple, qui... une grande partie de ses journées sont quand même consacrées à mon taf. Si par exemple elle développe ses réseaux sociaux, si elle veut lancer une formation, elle va le faire. Enfin tu vois, elle est pas à temps plein. Et du coup, il y a aucune des filles avec qui je travaille qui est à temps plein dans mon business. Et du coup, elles ont toutes leur truc à côté. Donc ce qui leur permet, tu vois, Méline typiquement, je crois que là elle a fait un mois genre beaucoup plus que simplement
ce que moi je lui paye parce que elle a vendu je sais pas si c'est des produits ou des trucs à côté, parce qu'elle a sa communauté, donc elle fait des petits trucs par-ci par-là. Et du coup, vu qu'elles ont toutes, Mélo pareil, elle fait des ateliers, elle fait des masterclass, elle a des programmes d'accompagnement où elle prend quelques personnes pour les former à son métier. Donc en fait, même celles qui travaillent avec moi, elles ont leur projet à côté. Et du coup, je pense qu'elles s'y retrouvent comme ça. Mais justement, moi j'avais aussi exactement le même cas, et je travaillais avec une personne qui avait genre de l'ambition de fou, de vouloir créer sa propre boîte et machin. Et du coup, c'est dans ce cas de figure spécifiquement que je trouve que c'est encore plus dur, moi, de garder les gens s'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ce que je disais. On y revient, c'est vraiment la vision en fait qui prime. Ah oui, non, mais c'est du ça. moment que t'es attaché au projet Je pense avec les personnes avec qui tu travailles. Moi, je le vois typiquement, par exemple avec Antoine. Du coup, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Et ça me fait trop kiffer parce que je vois qu'on grandit ensemble, que ce que je fais en fait, ça a vraiment beaucoup de valeur dans son business. Ouais, c'est ça. Et par conséquent, j'ai pas envie d'arrêter. Mais tu vois, tu te sens peut-être pas avec Antoine, genre comme son freelance, mais son salarié, du coup, mais plus comme quelqu'un qui l'accompagne et qui l'aide aussi à se développer. Et je pense que c'est hyper important, du coup, en tant que chef d'entreprise, de donner ce ressenti-là aux gens avec qui tu travailles. Et moi, c'est vrai que j'essaye de me dire, de faire passer le message qu'il y en a aucune qui est mes petites mains et que je dis fais ça et tu dois faire ça, mais que chacune contribue au développement du projet. Et du coup, j'essaye de dire c'est pas mes objectifs, c'est nos objectifs, c'est pas mon challenge, c'est notre challenge, de mettre tout le monde dans le projet pour qu'on grandisse ensemble. Il y a aussi l'aspect valorisation. Moi, ça, c'est un truc que un bon manager, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait valoriser ses équipes, mais réellement. Par exemple, si la personne a bien fait quelque chose, pas d'ego, tu dis c'est grâce à elle, c'est elle qui l'a fait. Tu lui attribues tout le crédit, tout le mérite. 100%. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont énormément de mal à faire, je trouve. Ouais. Et quand une personne, elle est dans une équipe, qu'elle se sent valorisée, même si ça se passe pas fort, tu sais, c'est dur le business, on n'a pas tous les jours, c'est pas facile, tous les jours t'es confronté à des situations qui sont super chiantes, notamment dans une agence, et ça arrive fréquemment. Et pour continuer à ce que les gens ils restent avec toi pendant longtemps, même si le salaire, ok, il peut changer, mais c'est pas suffisant le salaire. En vrai, ce qui fait, c'est que la personne elle se sente vraiment bien épanouie, valorisée au sein de son travail, quoi. Je pense que c'est hyper important de répéter à tes équipes tous les jours, limite, à quel point elles sont importantes et à quel point sans elles, tu pourrais rien faire. Sans elles, t'aurais jamais pu en arriver là. Quand tu as un beau résultat ou un objectif qui est atteint, c'est pas ton objectif que t'as réussi à atteindre toi, c'est ton équipe qui a atteint l'objectif ensemble. Et d'avoir de transmettre ça au quotidien, de complimenter plus que... Il y a beaucoup de gens qui arrivent facilement à dire c'est pas bien, mais toi de dire tous les jours ça c'est super bien, c'est super bien, ça passe beaucoup mieux quand il y a une critique après, quand la personne est valorisée tous les jours. Ah non, mais moi dans mon ancienne vie, j'ai toujours, tu sais, j'ai une vie avant l'entrepreneuriat bien sûr, et la vie après. Dans mon ancienne vie, j'étais une personne hyper aigrie, très méchante, j'étais pas capable de donner un compliment à quelqu'un. Ah ouais. Putain, j'ai du mal à t'imaginer comme ça. Oui, en fait j'étais pas méchante, mais j'étais tellement pas bien avec toi-même. Exactement, que j'étais... C'est miroir en fait. C'est ça en fait, tu sais, moi quand t'es quelqu'un qui a que du noir dans ton cœur, et ça se ressent. Et bon, bref, on va reparler une autre fois de mon travail pour changer de personnalité, clairement. Mais je sais que le plus gros de mon travail, ça a été de me détacher de l'ego et de toutes ces choses-là, et d'être capable de réellement dire, même de se détacher justement des insécurités, de dire réellement waouh, elle a fait un travail exceptionnel, waouh, t'es trop belle, waouh, j'adore, peu importe le compliment que tu vas donner, et de réellement le penser. Et ça, c'est un truc entre... Non, parce qu'il faut pas juste le dire, il faut réellement dans son cœur sentir du positif quand tu dis ces choses-là. Bien sûr. Et à une époque, ça aurait été impensable, tellement j'étais une hater. C'est ouf. Dans une ancienne vie. Changer. Mais oui, je pense que comme tu dis, c'est vraiment, faut le penser, il faut soi-même se voir pas comme une personne qui gère une entreprise, mais comme vraiment une équipe. Et quand ça win, c'est on c'est ça, gagné, on a gagné ensemble et on a fait l'objectif ensemble. Et c'est pas genre je l'ai fait. Et comme tu dis, t'enlèves ton ego. En fait, c'était objectif, tout seul tu l'aurais pas fait. Donc dis-le et remercie-les, dis-le publiquement. Et être grateful, encore une fois, toujours, mais pour de vrai. Moi, je vais aller même plus loin. Genre vraiment, moi, aujourd'hui, l'équipe avec qui je travaille, je ressens de l'amour. Genre en mode. Non, mais vraiment, je suis... mais pareil. Ça, il faut. Non, mais genre tout à l'heure, j'envoyais un message à justement ma chargée de projet qui gère, qui sans elle, je suis à la ruine, clairement. Et je lui ai envoyé ça juste pour prendre de ses nouvelles, parce que je savais qu'elle était un peu malade ces derniers temps, et juste parce que, tu sais,
je sais pas, c'est plus qu'aujourd'hui juste une simple personne oui. avec qui tu travailles, c'est la famille, tu vois. Ouais. Genre, Mais c'est de l'amour, vraiment, c'est une amie. vraiment. Peut-être tu ressens... Moi, je ressens du bonheur à genre leur faire plaisir, à Pareil. essayer, même si j'ai pas le temps, ok, je fais le maximum. Mais tu sais, à faire des actions positives, en fait, même si ça n'a pas d'impact direct. Est-ce que ça me rapporte plus d'argent? Non. Est-ce que ça me rapporte plus de bonheur? Bah ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Humainement, ça prime. Ah ouais. Petit changement de sujet. Rétrospective sur votre année 2023. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir accompli en 2023? Tu veux y aller? Je réfléchis. Moi, ça va être très compliqué. Oh. Parce qu'en fait, tu sais, toute l'année 2023, j'ai fait une pause. Oui. J'ai De disparu. réseau et tout, En ouais. fait, moi, j'ai fait un énorme burn-out fin 2022, on va dire début 2023, mais pour 1 milliard de raisons. Alors vraiment, je pourrais les Une expliquer. accumulation. En fait, vraiment, littéralement, c'est parce que je pourrais résumer au fait que mon mindset ne suivait pas avec l'évolution de mon business. Moi, c'est allé tellement vite que d'un coup, je me suis dit... En fait, et comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui est en mode hard work, on est là pour grind, on veut chercher plus d'argent possible, on veut devenir multimilliardaire, ok. Moi, c'est pas mon truc. J'étais vraiment en mode, ok, j'ai atteint ma liberté financière, je suis réellement heureuse, sauf que tout continue d'évoluer. Les demandes, elles affluent. Je ne pouvais plus répondre à mes messages. J'avais trop de notifications, j'avais trop de nouveaux followers, j'avais trop de... Et donc, bref, l'année 2023, pour moi, ça a été une année en mode, ok, on slow down, on fait du slow business, on arrête de toujours vouloir aller chercher plus et on se concentre sur qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc moi, ma plus grosse réussite, c'est plutôt d'avoir réellement trouvé le bonheur. Je sais qu'en 2023, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Alors, mon business n'a pas justement continué de faire une courbe haute. Enfin oui et non, j'ai quand même touché plus d'argent que jamais les derniers mois 2023. Donc en vrai, ça va. Hein, C'est les graines en vrai que tu as semées au début d'année, les années ouais, précédentes, tu vois. mais j'ai pas bossé pour. Vraiment, j'ai fait... En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai même tout ralenti. J'ai arrêté de travailler avec certaines personnes. J'ai arrêté de prendre certains clients. J'ai arrêté de publier sur les réseaux sociaux. J'ai juste dit, en fait, je gagne déjà bien ma vie et je veux me contenter, je veux profiter. Je suis pas là pour, tu sais, ce truc de millionnaire avant 30 ans. Comme tu l'as dit, se contenter. Hein. Mais en fait, c'est ça, se donner des objectifs. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fin en soi. C'est pas juste dit, j'ai mis une pause à ma vie. J'ai dit, ok, là, je fais du slow. Je vais me concentrer sur prendre soin de moi, être heureuse. J'ai fait le tour du monde, j'ai tellement voyagé, j'ai rien publié, j'ai été low-key. Mes demandes en DM, elles sont restées les mêmes, dans le sens où j'avais moins d'afflux, mais j'avais plus de qualité. Donc du coup, j'ai continué de travailler, mes business, ils ont tous stagné, et j'ai jamais été aussi heureuse. Donc mon accomplissement, c'est de n'avoir jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et puis arrivé à la fin de l'année, je me suis dit, bon bah ça y est, c'est bon. J'ai slow down, je me suis recentrée, j'ai réalisé ce que je voulais dans la vie, et il faut faire ce travail, et ça prend énormément de temps. Et c'est super dur, comme je vous disais la dernière fois, quand t'as le monde entier qui te dit il faut que tu ailles chercher plus dans ta vie, tu publies pas, t'as disparu, les gens ils le voient comme un échec, ils le voient comme une défaite. Parce que sur les réseaux, t'es plus là. Alors que... Ah, c'est ça, ils ont l'impression que t'as disparu, alors qu'en fait, toi, t'es tellement... En fait, quand t'as confiance en toi, quand tu sais ce qui se passe, quand justement t'as cette sensation de maîtriser, ok, j'ai fait ce burn-out, mais pour justement me reconcentrer sur moi, et j'avais l'impression que... En fait, ce genre de choses qui pourrait déstabiliser quelqu'un, en mode, il faut que je prouve en publiant, il faut que je fasse ci, parce que les gens vont penser que... J'ai dit, mais j'en ai rien à faire, je suis tellement heureuse. Et pour ceux qui me connaissent vraiment proches, savent que l'année dernière, ma vie, c'était un scandale, elle était incroyable. Et cette année, bah, je me suis dit, ok, tranquille, bah, j'ai donné, je me suis recentrée, je repars. Et là, je suis dans un... Tu sais, tu vas à la conquête, tu fais une pause. Tu vas à la conquête, tu fais une pause. Et la vie ne doit pas toujours être la conquête. Il faut des moments où on prend soin de soi. Et après des années, justement, d'évolution constante, j'ai fait une pause. Et que bénéfique, en vrai. Que bénéfique. Mais en fait, même si on peut appeler ça une pause, c'est pas une pause, j'ai arrêté de travailler. C'est juste que rien que le fait d'être capable de travailler, je sais pas si vous avez remarqué, mais rien que le fait d'être capable de travailler pendant plusieurs années dans le même secteur, sans changer, et de juste rester constant, c'est un flex. Parce qu'il y a plein de gens, je sais pas si vous avez remarqué, après le Covid, il y a énormément de gens qui se sont lancés pendant le Covid et juste après le Covid. Qui ont pété pendant le Covid et après... Et qu'on disparu. En fait, ils ont lâché l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui ont fait des up and down, et moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai pas fait ça et ça, j'ai fait ça et ça. C'est différent, en fait. Et du coup, il y a eu un cleaning, un nettoyage du marché, vraiment, réellement, je pense qu'il va continuer. Je suis archi d'accord. Non, c'est vrai. Je l'ai vu, on l'a vu, je pense, sur Dubaï. Bah oui, c'est ça.
Et donc voilà, moi j'ai fait un gros monologue, mais en tout cas, trop bien. moi je pense que Mais grave, c'est trop bien, c'est incroyable. Mais en fait, c'est dur de l'assumer. Moi, je mettrais vraiment l'accent sur ça parce que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est tellement déstabilisant quand tu vois les gens flex 800 nouveaux clients, 1 milliard d'euros. Moi, chaque fois, c'est toujours extrapolé sur les réseaux sociaux, toujours plus. Et toi, faut pas te déstabiliser, faut te dire chacun son parcours. Chacun a son temps, chacun a son moment. Et dans sa tête, de vraiment se dire relax. C'est pas, tu sais, de pas être déstabilisé par le succès des autres parce que tu sais que tu peux faire mieux. Tu sais que c'est vrai. Comment tu fais pour te dire je vais pas chercher plus alors que je sais que je peux aller chercher plus. Et c'est super dur, moi, je trouve, d'avoir cet état mental de se dire ok, je prends le temps de. Et encore, même si j'allais pas chercher plus, est-ce que ça me rend une sous-personne ? Est-ce que ça veut dire que je suis pas capable ? Moi, au fond de moi, et je dis pas ça pour me vanter, je suis persuadée que si je vais aller chercher plus dans ma vie, je peux le faire. Mais qu'est-ce que ça me coûte ? Ma santé, mon temps libre, le bonheur. En fait, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Tu fais le ratio, alors que je suis déjà heureuse. Non, c'est ça, en fait. Et c'est ce que je dis, si on arrive à être heureux avec moins, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, quand je vois des grands entrepreneurs être admirés pour combien ils gagnent, moi, désolée, c'est pas pour critiquer, mais combien une personne gagne n'est absolument pas quelque chose qui m'impressionne. Mais alors, ça me déstabilise pas du tout. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être en mode lui, il a fait telle somme d'argent, je vais écouter tous ses conseils. Moi, pas du tout. Pas du tout. Mais zéro. Et je dis pas ça pour me vendre des fleurs, mais je me pense sincèrement être capable d'être une très bonne entrepreneuse. Et aujourd'hui, j'ai mené d'énormes projets pour mon client. J'ai des gens que j'ai fait passer de 0 à tout. Des gens que j'ai fait passer de 0 à 100 000 abonnés, de 0 € à des dizaines de milliers d'euros. Et je suis largement capable d'être même plus que juste une personne qui fait du personal branding. Mais je n'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste se contenter et se dire ok, je ne suis pas une sous-entrepreneur, j'ai pas besoin de prouver aux gens, je connais ma valeur, j'ai confiance en moi, je fais les choses et je laisse la vie me porter en étant épanouie. Et surtout, je ne me bousille pas la santé parce que je me suis assez bousillée la santé dans ma vie, si on connaît un peu mon parcours. Et lentement mais sûrement. Mais je pense que le plus gros flex pour moi, il est là. Voilà. Trop bien. Je rebondis sur ce qu'elle a dit. Faire une dédicace à Fabien qui m'avait dit ça une fois pendant le tournage. Un de mes clients. On parlait d'argent et il m'a dit en gros l'argent c'est une métrique qui peut montrer en fait combien de personnes t'as impacté positivement dans ta vie et je trouvais ça beau. Attention, il y a des scammers qui font des millions sur Dubaï et ils ont impacté positivement 0 personne, mais juste c'est intéressant aussi de voir l'argent sous cette perspective là où en fait certains entrepreneurs qui font beaucoup d'argent et qui cherchent à faire beaucoup plus d'argent, derrière, il y a aussi une notion de impacter la vie de plus de personnes, de faire de plus grands projets. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Entièrement d'accord. Et je trouve ça méga inspirant, madame, ton parcours. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un message de ouf. Non, mais c'est un message hyper important, je pense, à faire passer pour tous les gens qui nous écoutent. Et comme on dit dans l'épisode, qui se retrouvent, je pense, comme on l'a tous été à un moment donné, dans cette course sur les réseaux sociaux, qui fait plus. Et comme t'as très bien dit, je pense que c'est hyper important de savoir qu'on est capable de faire plus. Je pense que tout le monde est capable de faire plus que ce qu'il a aujourd'hui, mais de réfléchir à ce que ça te coûte et est-ce que t'es prêt. Est-ce que, ce que tu veux aller chercher de plus, t'es prêt au sacrifice que ça demande, parce qu'il y en a forcément. Et en fait, faire le ratio, comme tu disais, de ok, je peux aller chercher plus si je veux, mais est-ce que j'en ai vraiment envie et est-ce que je suis prête à sacrifier ça pour y arriver. Et tu fais, chacun d'entre nous pourrait là se dire en fait je vais faire 10 fois plus et je vais consacrer chaque seconde de ma journée à aller chercher 10 fois plus, mais jusqu'où est-ce qu'on a envie, quelles sont nos limites, quel est l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire, est-ce que vraiment ça va nous apporter plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus de ci, plus de ça de le faire. Et je pense que chacun, du coup, ça c'est personnel, ce que toi va être ok en termes de ce que tu donnes comme sacrifice sera pas la même que moi ou que toi, et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître. Encore une fois, on en revient au même point et savoir si on est prêt, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et où sont nos limites, et est-ce que ça va nous apporter réellement le bonheur qu'on attend d'aller chercher plus, quoi. Non, mais surtout, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, ne définissez pas votre valeur en fonction de combien vous gagnez. 100%. Non, 100%. parce que vraiment, moi, je vous ai toujours dit, j'ai toujours eu du mal à me reconnaître dans tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle toujours
de l'argent comme la finalité en soi, alors que je sais pas, moi tu me fous 2000 € et tu me fous sur une île en Thaïlande pendant 2-3 ans, je suis très heureuse avec mes coconuts sur la plage. La base. Mais je suis aussi très heureuse en aidant des gens. Mais oui. En fait, il faut trouver, c'est ça, ce qui nous correspond. Et tu n'as pas plus de valeur, enfin tu ne deviens pas quelqu'un de plus respectable si tu gagnes plus d'argent, et c'est pas parce que ton compte bancaire est blindé de cette manière-là que t'es plus... une meilleure personne. T'es une meilleure personne. Enfin, je gagne plus d'argent qu'avant et je m'estime pas être une meilleure personne, une personne plus respectable, une personne plus admirable qu'avant. Je pense que effectivement, le chemin que j'ai dû emprunter pour avoir plus d'argent m'a rendu meilleure d'une certaine manière, parce que j'ai appris sur moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai changé énormément de choses dans ma personnalité, donc forcément le chemin que j'ai fait qui m'a amené à plus d'argent m'a rendu meilleure, mais pas parce que j'ai plus d'argent maintenant, parce que j'ai fait ces changements-là, parce que j'ai changé certains aspects de moi, parce que j'ai compris des choses sur moi qui font qu'aujourd'hui, je suis mieux dans ma peau qu'avant, j'ai plus confiance, je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis, donc forcément, je me sens mieux et forcément, j'ai des meilleures relations, tout est plus sain dans ma vie, tout est mieux dans ma vie, mais c'est pas l'argent qui me rend comme ça, c'est juste que ça m'a demandé un certain chemin et des actions et des changements qui aujourd'hui font que je suis mieux, mais c'est pas parce que j'ai plus d'argent que je suis mieux qu'avant. Mais d'ailleurs, attention, je n'ai rien contre l'argent. Non, je le précise. Non, bien sûr. Mais au contraire, moi, je veux gagner plus et j'ai envie que tout le monde gagne plus. Bien et sûr. je la trouve tellement géniale que toi, tu gagnes justement plein d'argent. Et je pense que, comme on dit souvent, hein, l'argent ne fait pas bonheur, mais il y contribue. Mais c'est juste qu'il ne faut pas estimer la valeur de quelqu'un à combien il gagne. Et je sais que ça va en trigger plus d'un, je ne sais pas comment on dit en français, que ça va en agacer déranger, plus d'un mec, parce que toutes ces questions, tu vois, d'ego, de prouver, de je sais pas quoi, ça énerve les gens quand ils voient quelqu'un, il sait ce qu'il veut, il a confiance en soi, il n'est pas déstabilisé par les autres et les discours des autres ne les influencent pas. Dedans, ouais. Ah ouais, ça énerve vraiment. Mais bon, il faut assumer. Et toi, Margot, du coup? Ouais, c'est quoi ton attribution du coup Et ben moi, pareil que toi, alors c'était pas du tout le même chemin, mais c'était aussi la meilleure année de ma vie en termes d'épanouissement. Ascension. Mais en fait, c'est ça, mais parce que j'ai commencé l'année, en gros, fin 2022, milieu 2022, même juillet 2022, j'ai eu un gros bouleversement dans ma vie. Genre, j'étais avec mon ex depuis genre 5 ans, donc ça s'est arrêté. J'habitais avec lui, donc j'ai dû retourner chez mes parents. Du coup, vu que ça m'a complètement dévastée moralement, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre au travail. Donc pendant plusieurs mois, j'ai laissé mon business de côté. Je suis partie à Bali. Je me suis dit, ok, je vis ma best life à Bali. Et moi, j'avais un problème que j'espère avoir réglé. C'est que quand j'ai une situation compliquée, un événement un peu traumatisant ou une grosse tristesse, j'ai du mal à affronter le problème, et du coup je préfère me dire je pars en voyage, je fais la fête, je sors, je m'amuse, etc. Ce qui est pas du tout une bonne chose à faire, parce que tu repousses le moment où tu vas devoir affronter le problème. Du coup moi c'est ce que j'ai fait en juillet, donc et passé l'été, juillet, août, je me dis bon, je laisse mon business de côté, tranquille, je retrouve mes potes, je fais la fête, je m'amuse, c'est l'été, je vais en Espagne, je sors, enfin bref, je m'amuse, c'est d'oublier un petit peu, voilà. Donc je laisse mon business de côté, je me dis je vais m'y remettre en septembre. En septembre, je m'y remets, j'essaie de faire un lancement. Le lancement foire complètement parce que je pense que j'étais dans une mauvaise énergie, et je le faisais pour les mauvaises raisons. Je me disais l'argent là, va falloir que ça rentre, parce que moi mes charges elles bougent pas, vu que c'est des charges pour s'occuper de mes clientes, donc que je gagne de l'argent ou pas, j'ai les mêmes charges. Donc je me disais ok, 2 mois sans faire rentrer d'argent, ok, mais va falloir actionner. Donc je fais un lancement en septembre qui foire complètement. De là, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais aller à Bali, je vais me retrouver, retraite spirituelle à Bali pour prendre soin de moi, etc. Finalement, à Bali, je fais la fête de ouf, je sors, j'oublie mon business, je me couche à 8h du mat, je me réveille à 14h, je réponds plus à mon équipe, enfin, je fais vraiment une overdose de mon business aussi. Sauf que je n'y pense pas, c'est-à-dire que je me pose pas pour me dire, ok, Margot, qu'est-ce qui se passe, il faut que tu trouves une solution, juste je me dis, on verra plus tard. Et en fait, dès que je commence à y penser quand je suis à Bali, je sens que ça m'angoisse, ça me stresse, donc je me dis, on verra plus tard, t'inquiète, c'est cool, t'es à Bali. Sauf que vient le moment où à Bali, je continue de puiser dans ma trésorerie, parce que l'argent rentre toujours pas, donc je commence petit à petit, à un peu trop taper dans la trésorerie. Donc je rentre en France, chez mes parents. Donc là, je rentre à Metz, c'est l'hiver, je suis chez mes parents. Je crée plus de contenu sur les réseaux, j'ai plus de lien avec ma communauté, j'ai beaucoup moins de lien avec mes clientes, j'arrive plus à vendre. Ma trésorerie, elle a pris un coup. J'apprends que je dois 12 000 € de report de TVA aux impôts, donc ça me met...
presque à sec, tu vois. Et à ce moment-là, je me rappelle que je dis à ma mère, on discute avec ma mère qui m'aide énormément, et je lui dis, mais en fait, là, si j'arrive pas à remonter la pente dans les 3 prochains mois, je retrouve un taf alimentaire, je retourne serveuse, j'arrête mon business et je recommencerai autre chose. Ça, c'était il y a 1 an et 2 mois, tu vois, c'était vraiment il y a pas très longtemps. Et je me rappelle, j'avais même écrit dans mon carnet, parce que j'essayais d'écrire pour sortir un peu de ma tête, et j'écrivais, si dans 3 mois, jour pour jour, j'arrive pas à vendre, je retrouve un taf de serveuse, j'arrête ce projet et je referai autre chose. Et bref, donc j'étais dans cet état-là en janvier 2023. Et en fait, quand je suis rentrée chez mes parents, j'étais dans une période pendant 3 semaines au moins où je faisais vraiment des crises d'angoisse tous les jours, insomnie, je m'endormais à 6h du mat, je me réveillais à 10h, 11h, je traînais sur TikTok toute la journée, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à ouvrir mon ordinateur, ça faisait 6 mois quasiment que j'avais pas travaillé pour de vrai. Et en fait, ma mère, elle m'a, entre guillemets, forcée à me reprendre en main. Donc, on a trouvé un appartement pour moi à Paris parce que j'avais rencontré des entrepreneurs. Donc, je me suis dit, je vais me créer un réseau, je peux pas rester à Metz, donc je vais aller là où je connais un peu des gens. Je me suis réinscrite à la salle de sport, je me suis inscrite dans un coworking, et je me suis forcée au début pour me remettre dedans à me dire, ok, je travaille 1 à 2 heures par jour. Je cherche pas à vendre, à faire des événements de ouf, juste je cherche à faire ce que j'aime le plus pour me remettre dedans. Donc créer du contenu, revenir un peu sur Instagram, recréer du lien avec mon audience. Et en fait, petit à petit, c'est revenu. Ma motivation, elle est revenue. Mon envie, elle est revenue. J'ai refait une première vente, une deuxième, une troisième. C'est un petit peu reparti, donc j'ai retrouvé la motivation. Et en fait, de janvier à mars, ça a été le moment où je me suis remise dans le bain, où je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant tu peux refaire des journées de travail, tu peux avoir à nouveau des objectifs, tu peux à nouveau te dire, bah voilà, tu veux aller chercher ça. Je retrouvais vraiment le sentiment que j'adore d'avoir envie d'accomplir quelque chose, d'atteindre un objectif. Et donc, jusque mars, voilà, j'arrive à revenir au niveau où j'étais avant, en termes de business, de nombre de clientes, etc. Et du coup, à partir de mars, je me dis, ok, bon, bah là, en fait... je me sentais tellement mal à la fin de l'année et j'ai tellement eu peur de jamais réussir à relancer mon business et à devoir arrêter que j'ai envie d'aller plus loin que là où, que j'ai jamais été, et j'ai envie de me dépasser, de me prouver que je peux atteindre des objectifs que j'aurais jamais pu atteindre et que je me serais jamais imaginé réussir à atteindre. Et en fait, c'est là, à partir de mars jusqu'à décembre, que j'ai fait justement une méga croissance, que scaler d'un mois à l'autre. J'ai eu énormément d'inspiration pour les challenges, j'ai eu énormément de projets, j'ai fait un TEDx aussi, je me suis mis sur LinkedIn, ça a trop bien marché, j'ai fait plein de nouveaux trucs qui m'ont amené petit à petit à regagner en confiance et regagner en estime de moi-même. Et finalement, je finis l'année 2023, mais largement plus heureuse, plus épanouie et plus à ma place que j'ai jamais été. Et ouais, je pense du coup l'accomplissement de mon année, c'est d'avoir réussi à être partie de vraiment, je pense, plus bas que presque je l'avais jamais été, et à remonter plus haut que ce que j'avais pu imaginer, quoi. Moi, j'aurais dit le TEDx, gros flex. Je savais pas. J'aurais pas hésité. Pas besoin de dire tout ça, juste TEDx. Ouais, J'avoue. En vrai, stylé, ils m'ont trouvé sur LinkedIn. Ça faisait, je crois, 4-5 mois que j'étais sur LinkedIn seulement. Et du coup, ils m'ont contacté en mode tu veux faire un TEDx. Le thème, c'est quand l'impossible devient possible. Je me suis dit, bon, vas-y. Je sais pas, allez, let's go, pourquoi pas. Bon. J'ai dû envoyer une vidéo pour présenter un petit peu de quoi est-ce que je voulais parler. Et ils m'ont sélectionné. Trop bien. Coup, il est sorti. Il est sur YouTube, ouais. Wow. Ouais. Et j'ai été sélectionnée 3 semaines avant le TEDx. C'est-à-dire que j'ai eu 3 semaines pour préparer le texte. Surtout que c'est pas du tout comme on imagine, genre tu arrives et tu dis un texte. C'est au mot près. Tu dois avoir 1400 mots, pas un mot de plus. Tu dois te rappeler mot pour mot du texte. T'as pas le droit d'avoir un prompteur. T'as pas le droit d'avoir tes notes, donc tu dois connaître ton texte par cœur. Tu dois poser ta voix à tel moment. Moi, je parle hyper vite et je mâche grave mes mots, donc j'ai dû apprendre à parler, prendre des pauses, parler avec les mains, mais pas trop non plus, avancer un petit peu quand tu dis un truc positif, reculer quand tu dis un truc négatif. Ah ouais, c'est vraiment scénarisé de ouf. C'est des choses qui t'imposaient. Oui. Incroyable. C'est hyper scénarisé, on s'imagine pas. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois que je regardais TEDx, ils sont aussi incroyables. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Mais c'est juste que moi, j'ai pas eu assez de temps. Genre, j'aurais bien aimé avoir plus. Et j'avais pas assez de temps. Et 3 semaines, c'est pas beaucoup. Ouais, puis t'es pas actrice. Et je suis pas actrice. Non, mais c'est ça, je suis pas actrice. Et en fait, je pense que ça aurait été si j'avais eu 2 mois. Mais là, en fait, je me suis rendu compte en plus que c'était à ce point-là scénarisé, genre 10 jours avant, tu vois. Donc j'étais en mode. Je savais pas du tout. C'était horrible. Enfin, j'aurais abandonné. Mais vous savez que je vous jure que il y a aucun moment où j'ai pris du plaisir dans tout le process. Du moment où j'ai su que j'étais sélectionnée jusqu'au moment où je
finis ma prestation sur scène, j'étais 10 fois plus stressée que contente d'être là, tu vois. Ok. J'étais Mais la terrorisée. finalité- À la fin, quand j'ai fini, je me suis dit, ok, trop stylé. Genre, c'est le Tu t'es dit plus, dans la poche, plus bah ouais. gros accomplissement de ma life. Je pensais, Mais en avant, moi j'ai jamais vu ça. ouais, non, c'est vrai que j'en parle pas assez. Si, je devrais, moi j'ai suivi la C'est beaucoup vrai. mieux. Après, t'inquiète pas. en story, j'en parlais beaucoup, genre en mode putain, mon texte, Ouais. machin, c'est une catastrophe. Je disais que ça, Ah, ça ok, me faisait ok. trop stresser. Ça se fait pas, Oui, c'est je pas me Mais grave. on se connaissait pas au moment-là. Mais en tout cas, ouais, c'était beaucoup plus stressant. Et même pendant la prestation, la seule chose auquel je pensais, c'était tu peux pas oublier ton texte, ça va être sur YouTube, faut que tu te rappelles de tout, faut pas que tu dépasses le temps. Ok, bon là, il faut que tu respires à ce moment-là. Elle t'a dit que là, il fallait avancer, nanana. Et du coup, genre, j'ai pas. Bordel. Bordel. Mais ça va, c'est bien passé. À la fin, j'étais trop contente. mais c'était Tu sais que j'ai de stressant. l'anxiété rien que Mais non, mais Même moi. vous imaginez pas comme Même moi. j'étais stressée. Vraiment, c'était. Enfin, c'était horrible les semaines avant. C'était grande audience et tout. Horrible. ou c'était- T'es 500, je crois, devant. Donc en plus t'as la lumière braquée sur toi Ouais. et tu vois le public, mais pas trop, tu distingues pas trop leur tête. T'as un rond sur le sol qu'il faut surtout pas dépasser, donc tu peux marcher un petit peu, mais il faut surtout pas que tu dépasses le cercle la qui lumière, est elle t'éclaire limité. pas. Tu reviens en arrière. Enfin bref, c'était une épreuve, quoi. Bordel. Et maintenant que j'ai fait ça, genre tous les trucs un peu moins stressants me paraissent. Enfin, tu sais, par exemple, j'ai toujours eu peur de faire des conférences, de parler devant des gens en présentiel. Maintenant, à chaque fois que j'ai un truc comme ça, je me dis, bon, en vrai, j'ai tu t'es l'impression dit d'avoir que ça, fait le écoute, plus dur. Genre, j'ai bah fait ouais. le plus challengeant de ma vie, clairement. Donc, il y a plein de trucs maintenant qui me paraissent beaucoup plus atteignables, quoi. Fantastique. Ouais, mais tu te rappelles quand on avait parlé au. Ah, Yacine Oui, mais j'ai Ah non, mais moi aussi. j'étais terrorisée. Et à chaque fois que j'accepte un gig de speaking, là je sais pas comment on dit, de speaker, à chaque fois je regrette. Mais ouais, Ah mais ouais moi, À chaque fois je suis trop saucée, je suis en mode ouais, moi je suis cotée, moi Ouais, vite. moi c'est un peu pareil. Et en vrai. après, donc sur le coup, je suis en mode ah, mais en final, à chaque fois je le fais, je suis contente de l'avoir fait, tu vois. Ouais. Donc j'accepte, mais les 48 heures avant, Pareil. je me dis, mais j'annule. C'est sûr, j'annule. Pareil. Le stress que c'est. Il y a plein de gens pour qui c'est plus facile. Moi, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles pour moi de parler devant des gens. Alors que derrière mon téléphone, aucun problème. Genre faire des reels, des stories, Ah oui, oui, moi des aussi, vidéos. ouais. Là, enfin, je n'ai aucun problème. Mais tu me mets devant des gens, des vrais gens, je suis terrorisée. En fait, ça me rappelle, je sais pas, les oraux que je faisais à l'école et tout. J'ai toujours détesté être devant des gens. Et encore maintenant, je fais ça. Mais je m'entraîne à le faire parce que c'est quand même un goal pour moi d'être méga à l'aise devant plein de gens, de faire des conférences de ouf. Mais c'est un truc qui est hyper difficile. J'avais accompagné Antoine faire une conférence à la Mage, bah, tu connais bien. Ah oui, j'étais la C'est là première à où t'as passer. switché. Ah bah ouais, j'y vais moi au mois prochain normalement j'en fais. C'est vrai une, ouais. On viendra te voir. J'étais la première à passer, moi. Il avait dit un truc assez cool, Antoine, quand quelqu'un lui avait posé la question comment tu te prépares, c'est pas trop stressant et tout. Il a dit qu'avant de monter sur la scène, en gros, il se conditionne genre mentalement, en mode à se dire que c'est un putain de bon speaker et tout, Ouais. qu'il va faire un bête de taf, que tu sais, il se valorise à mort, à mort, à mort, à mort. ouais. Ah, c'est ça qu'il faut faire. hein. Ouais. Ouais. Et comme ça coupe un peu le stress, une fois que t'es dans le flow, bah c'est lancé. Moi, Par j'arrive- contre, ouais, une fois que t'es dedans, ça va. Enfin, moi, le moment où j'arrive, le moment où je commence, c'est horrible. J'ai l'impression que je n'ai pas C'est le réussi à momentum parler. du stress. Oui, j'ai l'impression que Ouais. vraiment, je vais Salut. pas réussir à parler. Que ma voix, elle tremble. J'ai l'impression que ça se voit que je suis comme ça. Et dès que j'ai passé les 2 premières minutes que je me suis présentée et que je suis dans mon sujet, après, j'oublie que je suis en train de parler devant des gens, quoi. C'est vraiment les 2 premières minutes qui sont horribles, je trouve. Alors, et moi, les 2 jours moi, avant. j'ai un problème, mais vraiment c'est un fléau, c'est que quand je me mets à parler et qu'effectivement je suis dedans, s'il y a un moment où j'ai le malheur de chercher un mot, ça me stresse, et tellement je stresse, j'oublie tout ce que j'ai dit avant, et du coup je ne sais pas par où reprendre. Et ça m'est arrivé tellement de fois, et du coup quand t'es sur scène, comme ça là, ok, et que t'arrives à ce moment fatidique, les secondes paraissent des heures. Tu m'étonnes. Littéralement. Tu m'étonnes. Ouais, j'ai jamais eu de galère du coup, donc moi c'est ça m'arrive ouais. tout le temps. Parce qu'en fait, t'as un mécanisme de stress qui se met en place, qui fait que t'es là, t'as juste un mot à chercher, mais Ouais. il te Il tout, bloque tout tout, il disparaît, bloque tout, ouais. vide. Et d'un coup, t'es juste face aux gens qui te regardent. Et c'est là où t'as le talent de meubler un peu. Ah là genre, là là là. C'est pas facile, hein. de Mais surtout quand tu sais plus ce que t'as dit. Mais non, mais vous vous rendez pas, t'es en pleine discussion, t'es en train de parler, t'es en train de raconter un truc, et d'un coup, blanc. ouf. Ouais. Parce que tu sais plus ce que tu viens de dire. Non mais. Ah, pas du tout. Hein. Pas facile. Ça s'entraîne. Ah non, mais moi, je pense que ça partira jamais, ce truc. Je suis pas Ouais, mais faite moi j'ai pour, envie de devenir meilleure à ça quand même. C'est pas un truc qui est inné, mais. Eh ben, faut prendre des cours. Non, il faut prendre des cours, faut le faire aussi. C'est pour ça que je dis oui tout le temps. Mais... Prendre beaucoup de cours, en fait, Oui. dans la vie. Hein. Oui. Ah ouais, c'est clair.
Trop bien. Petite question un peu plus perso, plus axée couple, on va dire. On a tous des trains de vie d'entrepreneurs, entre guillemets, donc on a plus ou moins cette liberté temporelle, géographique, etc. Des choses à laquelle on aspirait de base avant de commencer l'entrepreneuriat, et que maintenant on a la chance d'avoir. Donc ce qui fait qu'on peut partir en vacances un peu quand on veut, entre guillemets, on peut prendre vraiment des temps de pause quand on sent qu'on a besoin de temps de pause. Typiquement toi l'année passée, tu vois. Oui. Genre tu mets en frein, tu mets en frein. Affirmatif. T'as pas un patron qui va t'appeler, ouais, reviens là. Est-ce que vous pourriez être dans une relation de couple avec un partenaire qui, lui, a un job un petit peu plus classique, qui, par conséquent, a 3 semaines de vacances dans l'année, qui a peut-être des revenus qui sont vraiment, vraiment inférieurs aux vôtres? Pourrions-nous être en couple avec un salarié? C'est ça la question. Moi, difficilement, je pense. Et pas en termes d'argent, parce que ça me dérangerait pas que mon mec gagne beaucoup moins d'argent que moi. Mais vraiment en termes de liberté de mouvement, liberté lifestyle, de... quoi. Ouais, lifestyle. Genre vraiment juste, on peut partir que 4 semaines dans l'année, à telle date précise, il faut les prévoir largement en avance. Si on a envie de se faire un kiff maintenant, on peut pas. C'est ça, c'est quasiment un peu... après, je dis pas impossible parce que si ça se trouve, voilà. Mais c'est pas du tout mon idéal, en tout cas. Oui. Je rigole. Non, mais non, jamais. J'ai été en couple une seule fois et avec vraiment un mec qui était pas entrepreneur, quoi. C'est d'ailleurs la raison qui ont fait que... en plus. Il était dans les études. Encore pire. Et c'était difficile parce que moi, je commençais à gagner pas mal d'argent. Et du Mais coup... t'as dit que t'es resté 5 ans avec. Ouais, donc c'est ça. t'étais déjà dans l'entrepreneuriat au début ou t'as commencé? Non, on s'est rencontrés quand j'étais à la fac. Okay. Après, j'ai eu tout j'ai arrêté mes études après 3 ans. Début du parcours, commencé à avoir mes premiers clients, commencé à me développer. Et du coup, il y a un moment où ça a creusé un écart, plus de son côté que du mien. Mais du coup, en tout cas, on n'était plus dans la même vision, on n'avait plus les mêmes objectifs. Okay. C'est ça qui a fait que, voilà. Et du coup, non, j'ai jamais été en couple avec un entrepreneur. Et je pense que je préfère, à choisir, c'est beaucoup plus simple d'être avec quelqu'un qui est libre géographiquement et avec qui qui je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Tu peux modeler ta vie. Parce que je pense, si t'es en couple avec un salarié, et je parle vraiment pas en termes d'argent, mais en termes de lifestyle, par obligation, par procuration, tu redeviens un peu prisonnière aussi, tu vois. Ouais, exactement. Parce que s'il habite... sa liberté dépend de la tienne, inversement. S'il est salarié à Paris, du coup, moi, je dois vivre à Paris. 3 semaines par an, je peux partir en vacances toute seule ou en voyage toute seule, bien sûr, mais tu redeviens en fait prisonnière. Ouais. Tu peux le voir que le soir, samedi, dimanche, tu prévois des trucs le reste de la semaine, non. Du coup, je trouve que par procuration, tu redeviens dans ta routine que moi, perso, j'ai voulu fuir absolument, quoi. Ouais, moi, je suis 100% d'accord. Donc, ouais. Mais par contre, moi, du coup, j'ai vécu les deux. Être avec un salarié, parce que j'étais en couple 4 ans, et là, ça fait 2 ans et demi aussi que je suis avec un entrepreneur. Ça fait que 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi, 3 ans et demi. C'est toi qui sais, hein. 3 ans et demi. 2 ans et demi. Non, ça fait 2 ans et demi. Et mais en fait, quand j'étais avec un salarié, j'étais moi-même aux études. Donc, disons que ça correspondait parfaitement, mais je sais du coup que ce serait impossible. Et aujourd'hui, depuis le début que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quasiment, je suis en couple avec une personne qui est aussi libre que moi, géographiquement et digitalement. Géographiquement et financièrement. Et il faut dire que c'est magnifique. Vraiment, de pouvoir avoir un vrai partner in crime quand... C'est un truc, moi je sais qu'on me dit souvent que j'ai de la chance à ce niveau-là. T'as de la chance de ouf. Ouais, non, c'est vrai, à ce niveau-là, d'être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui te traite bien, que tous les deux vous gagnez bien votre vie, et que vous pouvez voyager quand vous voulez, où vous voulez, sur un coup de tête. Vraiment, il y a un truc qui va pas, on part. Non mais vraiment c'est ça, tu vas pas bien, restaurant, tu veux faire n'importe quoi que tu veux, t'as la liberté de le faire. Moi c'est ce que je disais la dernière fois, le plus grand luxe c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux. Bon, je peux pas m'acheter un yacht ou une maison sur un coup de tête, mais disons que j'ai pas besoin. Il y a plein de trucs que tu peux faire, oui bien sûr. Non c'est ça. Et vous êtes rencontrés grâce au business, ça a été le lien? Ah ouais. Ou bien pas du tout. Sur Zoom, non? Ouais, What? Ah oui. Je suis mort. J'ai rencontré mon copain parce que c'était un client intéressé par mes services. Okay. Et donc on a fait effectivement un Zoom. Lui il aime bien dire que il voulait pris le coaching juste parce qu'il était intéressé. Voilà. Mais moi je le crois pas, je suis sûre qu'il voulait mes services à la base.
On la Finalement, il a pas pris tes on la services. vitera, genre, ouais. Non, si, Alors. si, on a fait le coaching et tout, mais moi j'étais en couple, là, en fait, à ce moment-là, dans ma relation hyper toxique, là, vous savez, enfin, Ok. vous savez pas. Et du coup, j'étais pas trop réceptive, et en fait, ça allait pas du tout à cette période, et quand je me suis séparée, tout de suite, plus ou moins après, on va dire, il y a eu quand même le moment où fallait que je sois sûre que je n'étais pas en couple avec quelqu'un pour boucher un trou, mais bien pour parce que j'étais bien seule avec moi-même et que j'étais capable de me réengager sainement dans une relation. Et donc voilà, en fait, c'est ça. On s'est rencontrés. Moi, j'étais à Montréal, lui, il était en Suisse. On s'est rencontrés sur Zoom. Et puis, quand je suis rentrée en France l'été 2021, je crois. Normalement. Ouais, c'est l'été 2021, à peu près, quelque chose comme ça, en juin. Et on s'est rencontrés et ça a tout de suite été... On s'est rencontrés, on s'est jamais lâchés. Vraiment... Magnifique. En fait, vu qu'on vivait à l'étranger, il n'y avait pas la possibilité de... Oh, tu sais, une relation, quand tu commences à rencontrer quelqu'un, vous vous voyez de temps en temps. Non, nous, ça a été direct, on est H24 ensemble et depuis, on s'est jamais quittés et on fait tout ensemble, les 400 coups. C'est beau, On vit à droite, c'est à beau, c'est beau, gauche, c'est les beau, c'est machins. C'est fou, hein. Trop bien. C'est une vraie chance, ouais, de pouvoir... Complètement. Et ça, c'est un luxe qui va au-delà de, comme je dis, Mais l'argent. bien sûr, bien Sachant évidemment. qu'on a la chance de très bien gagner notre vie, ça se compte en dizaines de milliers d'euros par mois tous les deux, on vit très très bien, où on veut, quand on veut, voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Incroyable. Mais après, Et toi? Ok. Et moi Ah. Je me retourne la question. Ouais. Tu m'as en une reverse. Et toi, hein Bah, oui et non. Oui et non, dans la mesure où 3 semaines de vacances dans l'année, ça bloque énormément, quoi. C'est très compliqué. Et toi, t'es en couple déjà? Ouais. Voilà. Ok, Déjà, ok. j'arrive, en fait, du coup, on est en relation à distance parce qu'elle est pas physiquement à Dubaï. Elle est sur Genève, elle. Donc, ce qui fait que on a des écarts, on se voit maximum tous les 2 mois. Donc, Ouais. il y a comme une pause. Il y a des gens qui sont en mode, mais mec, comment tu fais et tout, c'est pas possible. Et d'autres qui sont en mode normal. Franchement, nous, ça nous réussit plutôt bien, la relation à distance. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait Ça fait longtemps, hein. ça fait 3 ans et demi, je crois. Ah ouais, Un peu ok, plus. ok. Et du coup, t'es à Dubaï depuis le début Depuis 2 ans, on s'est rencontrés Ok. à Montréal. Ok. Quand on habitait ensemble, Montréal, la ville de Montréal. l'amour. Mais grave. Je vais aller faire un tour là. Je te jure, tu es ton gars, il est là-bas. Hein. Il n'a pas l'accent québécois, mais quand même. Et en fait, on s'est rencontrés à Montréal. Elle habitait à Genève, moi j'habitais en France, mais genre à 10 minutes l'un de l'autre. Et du coup, on est rentrés, on a habité ensemble à Genève. Et quand je suis venu à Dubaï, elle est venue. Je rêve quelques où c'est temps. encore Suisse, Montréal. Mais oui, là c'est le même. Canada. Ouais, mais grave. C'est Lausanne aussi. Incroyable. Et finalement, ouais, bah après, du coup, moi je me suis vraiment implanté sur Dubaï. Elle a des choses à faire à Genève et tout, avec son taf. Ce qui fait qu'on se voit tous les 2 mois. Mais ça Ça le fait. De marche. toute façon, je pense Ça que, marche. genre, moi typiquement, Mais je dis c'est mon idéal et le plus simple serait d'être avec un entrepreneur. Mais si tu kiffes une personne et que Attends, c'est comme tu ça, nous as genre, pas c'est dit. beaucoup plus important Elle est que. étudiante ou salariée? Non, en fait, c'est assez particulier, puisqu'en gros. C'est bizarre de En gros- répondre ni par oui. Non, non. En gros, elle est pas vraiment salariée, mais du coup, elle a des responsabilités. Elle loue ce qu'on appelle un diplôme de patente. Quand tu fais l'école hôtelière en Suisse, tu peux louer un diplôme à des établissements pour leur donner le droit de vendre de la bouffe, de la nourriture et tout. Et par conséquent, elle doit être là-bas pour gérer un peu ça. Donc, physiquement Mais présente. elle est quand même plus ou moins entrepreneur dans ce cas-là. Oui, plus ou moins. C'est celle qui Elle avait vend, un business en ligne aussi l'année dernière, qu'elle a mis en pause et tout, et qu'elle va reprendre petit à petit. Mais bref, son objectif à elle, clairement, c'est d'être libre financièrement, Ouais. géographiquement, pas de rester bloqué Mais quelque ça, part. c'est intéressant. Donc c'est un temps quoi. Mais en fait, ça, c'est intéressant. Si t'avais quelqu'un qui, justement, est peut-être salarié, mais qui veut Mais devenir grave. entrepreneur, ça Ça marche change aussi, tout. je De pense. fou. Ouais, ouais, ça en plus, change toi, t'as tout. la force parce que Tu peux tirer la Exactement, personne. Tu peux tirer la personne et vous avez un objectif. Enfin, genre, il y a un Une moment où vision. ça va se rapprocher. Tu vois. C'est Exactement. que là, actuellement, c'est comme ça, mais il y a un moment où à ça va. l'inverse, ça s'est divisé Oui, comme dans ton cas. exactement. Ah, mais Vous convergez vers le même. d'ailleurs, c'est un truc auquel objectif. j'avais pas pensé, qui est intéressant de dire, c'est que quand tu sors avec un autre entrepreneur, clairement, vous êtes des business coachs de chacun. genre. Bah ouais, Chacun ouais. ses C'est domaines. vrai, hein. Chacun ses On se- domaines. ah mais c'est vrai, on se complète de fou. Mon copain il est grave dev perso, mindset, moi zéro. tu vois, donc du coup il est là, il me motive, il me sort des vieilles phrases de dev perso là pour me motiver. J'en ai besoin. Mais il faut. Pourquoi, Bah on me oui. dit, pourquoi t'as pas de coach de développement personnel? Je dis mais j'ai pas besoin. J'ai J'en mon ai mec, un. voilà. Non c'est vrai. C'est cool. Mais ça peut aussi être facteur. J'ai vu des couples où c'était facteur de De rupture, séparation, ouais, parce que t'as que le business, enfin, tu deviens. Notamment quand parfois plus de si coupure. tu peux avoir plein de raisons, bien sûr c'est au cas par cas, pas de jugement, mais quand une femme gagne plus d'argent que Ah son oui, conjoint, ouais. Ouais. Ça pose beaucoup de T'en as problèmes. déjà parlé, je je pense. pense, Ouais. ça. Ah oui, mais moi, enfin,
90% des mecs que j'ai rencontrés, même mecs juste potes ou genre rencontres comme ça, m'ont dit genre je pourrais pas sortir avec toi parce que genre ça me mettrait mal De savoir que tu gagnes plus. Alors que moi, dès le début, enfin genre ça ne m'a jamais dérangé et je pense que ça ne me dérangera jamais de me dire que mon mec gagne moins d'argent que moi. Ouais. C'est vraiment l'inverse qui dérange. C'est les mecs qui sont dérangés par Bien ça, sûr. pas moi, tu Alors vois. Bien sûr. moi par exemple, ça m'a longtemps énormément dérangé. En fait ça c'est un truc de construction sociale, de normes, ça m'a inconsciemment énormément dérangé de me dire que mon homme pouvait gagner moins que moi. Et jusqu'à récemment, dédicace à Fabien, parce que décidément il nous a Les déclics de Mais partout Fabien là. va t'inviter. Théo, C'est sûr. Non mais vraiment. Et Je sais un pas qui jour, c'est. Tu vas c'est un rencontrer. de mes Ouais, clients, j'irai mais voir. Ouais. on pourra peut-être l'inviter un jour. Allez. Et un jour, il m'a dit, moi, ça m'a toujours dérangé, c'était acté, et je pouvais pas l'expliquer pourquoi. Et malheureusement, c'est des choses qui se déconstruisent parce que ça, c'est normal, Ouais. c'est social, c'est bizarre à expliquer. Et moi, ça me dérangeait. C'était inconcevable. Moi, je suis une princesse, d'accord. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, c'était normal que l'homme doive gagner plus, sauf que Ouais. c'est compliqué quand tu gagnes déjà bien ta vie, tu vois. Et Fabien, un jour, il m'a dit, mais est-ce que le fait de penser ça t'empêcherait pas et ça te briderait pas et ça t'empêcherait pas d'aller chercher plus. Et c'est tout con, ok. Mais quand il me l'a dit, ça a fait un déclic et je J'avoue. me suis dit putain, est-ce que c'est pas aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pensé à chercher plus, parce que j'avais ce truc que justement il me faut un homme qui gagne plus. Ouais, Et- de ouf. Donc, je sais pas si c'est le cas ou quoi, mais je sais que ça m'a fait un gros déclic dans ma tête et je sais que ça m'a toujours énormément dérangé, moi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, non. Ouais. Aujourd'hui, je me dis, bah, au pire, C'est- je vais le chercher moi-même, hein, voilà. Non, mais c'est ça. Non, Moi, mais c'est vrai. je me dis, genre, juste, enfin, si moi je gagne. De toute manière, moi, je compte pas arrêter de bien gagner ma vie. Ça me dérange pas de travailler. Je compte pas, même si mon mec gagnait des millions d'euros par mois, je ne m'arrêterai pas de travailler et de développer mes projets pour autant. Donc, si la personne avec qui je suis gagne moins d'argent que moi, ça me dérange pas, tu vois, je sais pas, de payer plus pour, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai plus souvent eu l'impression que c'était de l'autre côté Que ça dérange. que ça dérangeait. Mais ce serait plus, tu intéressant vois. que lors d'un prochain podcast, on invite des hommes et qu'on leur parle de ça, parce que Ouais. moi, Grave. j'ai aussi des hommes qui m'ont dit que c'était au-delà de l'aspect financier, c'est que quand ils ont une sorte de petite femme qu'ils peuvent entretenir, dont ils peuvent prendre soin, Mais je te bah, ça jure. leur fait Mais moi, kiffer, je tu vois. kiffe ça. Moi, je kiffe ça. J'adore. Vraiment, genre. Et je sais que des fois, ça la frustre parce que maintenant, je gagne plus d'argent qu'avant. Et genre, à chaque fois que je rentre en Suisse, j'essaie de vraiment tout lui payer. Pas Ouais, tout lui ouais. payer, mais vraiment, genre, de tout le temps, La tout le mettre temps, tout le temps le bien, payer. La mettre bien et tout. Et je sais Donc ça, que c'est fait chier. Mais tu vois- hyper positif, tu vois, c'est pas. Ouais, Mais, c'est positif. mais est-ce que si maintenant elle relance son business et que genre elle se met à gagner plus d'argent que toi, tu penses que ça te dérangerait? Honnêtement, non, je pense pas. Ouais. Et même, je serais trop fier pour elle. Ouais. Parce que vas-y, tu fais plus de résultats que moi, tu vois, financièrement parlant. Et non, je trouve que c'est trop en flex. En vrai de vrai, je trouve que c'est trop en flex. Genre, ta meuf, elle gagne plus que toi. Déjà, tu gagnes bien et tout. T'es entrepreneur, t'as des business et tout. Mais en plus de ça, ta meuf, elle gagne plus que toi. Ouais. Là, c'est Et trop puis ça peut avoir un côté genre pas compétition, mais tu sais, tu te dis Un bon bah truc vas-y, positif, je genre, vais ouais. me déterre aussi Effectivement. à faire plus. Mais je pense que on en reparlera, parce que là, je pense que le time. Ah oui, Ouais, time's mais up. ça c'est hyper. Moi, je peux en parler pendant Ouais. des heures de Ouais, ça. Vraiment, si, j'adore. faudrait qu'on ait un parce invité que- pertinent, en vrai. Mais c'est oui. cool. Ouais, Ouais. lors du prochain, Ouais, Fort. on va chercher à inviter des gens et justement discuter. ouais. Parce que au-delà de ça, ouais, t'as toutes moi, j'ai l'impression qu'aussi être une femme très féminine, et je te parle en tant que... Regarde ma tête, s'il te plaît, ok. En tant que femme très féminine, je trouve que c'est très dur de gagner beaucoup d'argent, vraiment, et de continuer à prendre soin de soi. Moi, je trouve ça hyper dur. Moi, je te le dis, hein, j'ai du mal à trouver le temps de faire mes ongles, de faire mon style. ouais. Dans ce Non, sens-là, mais ok. c'est vrai, parce que toute ma vie, je la passe au téléphone avec mes clients, en fait. Et donc, on en rediscutera. Je pense que c'est vraiment un Mais sujet grave. intéressant. C'est un sujet, ouais, on peut explorer. Ouais. de On peut ouvrir ouf, le hein. prochain Et podcast. bah, vous Ah savez ouais. de quoi on va parler la prochaine fois. Allez, Grave. trop bien. On va parler de Sujet. Enfin, il faut féminité, inviter maintenant. d'amour, Oui. hommes et femmes, business, et trouver un invité, Ouais, qui un pourrait- invité. un homme, voilà. Ouais. Et la prochaine, Un homme, si ouais. possible, qui est genre qui a pas la même vision que nous forcément Ouais, c'est sur le intéressant. sujet, quoi. Faisons Le ça. but, c'est un peu de débattre quand Bien même. sûr, vas-y, c'est Ah ouais, l'objectif. moi, ça m'intéresse toujours de comprendre les gens qui pensent pas comme moi. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui les amène à penser ça? Enfin, c'est intéressant Ouais. de débattre avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous. Tu vois. Ouais, non, Donc, hyper intéressant. Ouais. On en Ok. parlera. Trop mais, bien. Voilà. Trop cool. Bah, parfait transition pour clore Oui. cet épisode. Oui. C'est passé vite, encore une fois. Mais c'était trop C'est bien. vrai. Là, c'était long, hein. C'était Ouais, trop cool. grave. J'ai trop kiffé. C'est trop cool. Bah, on espère que d'ici le prochain épisode, on aura déjà notre nom de Oui, podcast. de podcast. C'est pas nécessaire. J'aimerais bien l'introduire proprement.
Mais voilà, du coup, c'était Lucas en compagnie de Sophie et de Margot pour l'épisode numéro 2 du podcast qui n'a pas encore de nom. On se retrouve dans le prochain épisode. Abonnez-vous. Ouais, grave, abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Voilà, s'il vous plaît. À mort. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.